Bonsoir à tous, chers auditeurs. Ce soir, installez-vous confortablement. Éteignez la lumière. Laissez le silence s'installer autour de vous. Vous êtes ici pour un nouveau voyage, une nouvelle immersion dans l'histoire. Et pas n'importe quelle histoire. Ce soir, nous allons ensemble entrer dans la peau d'un chevalier médiéval. Imaginez que le temps recule. Les murs de votre chambre s'effacent. Le monde moderne disparaît. Nous sommes au cœur du Moyen Âge. Plus de voitures, plus de bruit de ville, plus de lumière électrique. Seulement le vent qui s'engouffre dans les tours d'un château, les sabots de chevaux sur les pavés, le fracas métallique des armes qui s'entrechoquent. C'est dans ce monde rude et fascinant que vous allez vivre ce soir. Le chevalier médiéval. Voilà une figure que l'on croit connaître. Nous l'imaginons fier, droit, revêtu d'une armure étincelante, l'épée au poing et le destrier piaffant sous lui. Mais derrière cette image idéalisée, derrière les récits romanesques et les légendes chantées par les troubadours, il y a une réalité bien plus complexe. Le chevalier n'est pas né chevalier. Il le devient au prix d'épreuves, de souffrances et de renoncements. Et c'est ce parcours initiatique que nous allons parcourir ensemble, pas à pas, comme si vous en étiez le héros. Car ce soir, vous n'êtes pas seulement un auditeur, vous allez être ce jeune noble arraché à son enfance pour devenir page dans un château étranger. Vous allez être cet adolescent formé durement comme écuyer, soumis à la discipline et à la douleur. Vous allez prêter serment, recevoir le coup du plat de l'épée, devenir chevalier. Vous allez sentir le poids de l'armure, la puissance du destrier, le frisson des tournois, l'horreur de la guerre et la force de la foi. Vous allez vivre le quotidien d'un chevalier médiéval, jusqu'à son héritage, jusqu'aux souvenirs qu'il laisse dans l'histoire. Il y aura de la poussière, du sang et de la gloire. Il y aura des chants de victoire et des prières murmurées dans la solitude d'une chapelle. Il y aura des repas bruyants dans les salles des châteaux et des chevauchées dans les campagnes ravagées. Il y aura des cris de foule lors des tournois, des larmes au coin des batailles et le silence lourd des nuits de veille. Mais avant de plonger dans ce récit, permettez-moi de vous rappeler une chose simple. Si vous aimez ces histoires cocasses qui vous accompagnent dans la nuit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, de mettre un pouce bleu pour soutenir ce travail, et surtout de me dire en commentaire d'où vous écoutez cette histoire. Certains d'entre vous m'écoutent depuis leur lit, d'autres dans le train, d'autres encore au coin du feu. Dites-moi, d'où voyagez-vous ce soir? Ce soir, chers auditeurs, nous allons ensemble traverser 10 étapes, 10 portes ouvertes sur cette vie de chevalier. De l'enfance contrainte du page jusqu'au mythe éternel du héros, vous allez vous glisser dans cette existence rude et fascinante. À chaque instant, vous serez là, dans sa peau, à ressentir, à voir et à entendre comme lui. Alors, êtes-vous prêts et installés confortablement? Plongeons ensemble dans la peau d'un chevalier au Moyen Âge. Vous êtes né dans une famille noble. Avant même d'ouvrir les yeux sur le monde, votre avenir était déjà décidé. Dans ce Moyen Âge rude et hiérarchisé, vous n'avez pas le luxe de choisir votre destin. Votre naissance est à la fois une bénédiction et une chaîne invisible. Vous ne serez jamais un paysan attaché à la terre, ni un marchand parcourant les routes, mais vous ne serez pas non plus un homme libre de vos pas. Dès vos premiers cris, vos parents savent que vous suivrez le chemin tracé pour votre lignée, celui de la chevalerie. À peine avez-vous appris à marcher dans la cour de votre manoir que déjà l'ombre du futur plane sur vous. Vous jouez avec un morceau de bois comme si c'était une épée. Vous tentez de monter sur le dos d'un chien ou d'un poney famélique. Et autour de vous, on sourit. Mais derrière les sourires, il y a cette certitude. Un jour, vous partirez. Vous n'êtes pas destiné à rester dans le cocon familial. L'heure vient rapidement. Vers 7 ans, bien plus tôt que vous ne l'auriez souhaité, vous quittez la maison paternelle. Le matin du départ, l'air est froid, le ciel voilé. Vous sentez encore l'odeur familière des cuisines, la voix douce de votre mère qui tente de masquer sa tristesse, le regard sévère mais fier de votre père. On vous habille de vos plus beaux vêtements, non pas pour vous honorer, mais pour montrer que la famille vous envoie avec dignité. Puis, sur un cheval ou dans une charrette, vous prenez la route. Vous êtes envoyé comme page dans le château d'un seigneur. Ce trajet est un arrachement. Vous laissez derrière vous vos frères, vos sœurs, vos jeux d'enfance. Devant vous se dresse l'inconnu. Les tours du château qui vous accueillent paraissent immenses, écrasantes. Les murailles se dressent comme pour avaler vos rêves de liberté. Vous franchissez le pont-levis et déjà les odeurs changent. Vous sentez la paille humide, la fumée des foyers, l'odeur forte des écuries.
Des soldats passent, armés, leur démarche résonne sur la pierre. Des serviteurs vous toisent. Vous comprenez immédiatement. Vous n'êtes plus un enfant choyé. Vous êtes ici pour servir. Le maître de maison ou l'intendant vous accueille sans sourire. Vous devenez page. Ce mot, vous le connaissiez déjà, mais vous en découvrez le poids réel. Page, cela signifie que vous n'êtes ni noble indépendant, ni paysan, ni chevalier. Vous êtes à mi-chemin dans une zone où l'humilité règne. Vous devrez courir, porter, observer, apprendre. Vous êtes à la fois élève et domestique. Vos premières journées sont marquées par la confusion. Tout est nouveau, tout est immense. Vous devez apprendre le protocole. Qui saluer, qui éviter, quand parler, quand vous taire. Vous devez servir à table, en silence, déposer les plats devant les chevaliers et les seigneurs sans renverser le vin, sans trébucher sur vos propres pieds. Chaque maladresse attire une remarque sèche, parfois un rire humiliant. Vous découvrez que le château n'est pas un refuge, mais un théâtre où chaque rôle est imposé. Le vôtre est modeste, celui de servir. Vous croisez d'autres pages, certains plus jeunes, d'autres plus expérimentés. Les plus anciens vous regardent avec ce mélange de pitié et de supériorité. Vous êtes le nouveau, celui qui ne sait rien, celui qui doit apprendre. Et ils ne se privent pas de vous rappeler votre place. Un mot de travers, un geste trop lent, et vous voilà réprimandé. L'humiliation fait partie de l'apprentissage. Elle forge l'humilité. Vos rêves d'enfance, où vous vous imaginiez déjà en armure, tenant une épée étincelante, sont brusquement confrontés à la réalité. Ici, vous portez des brocs d'eau, vous nettoyez des bancs, vous aidez aux cuisines. Vos mains, encore frêles, s'écorchent sur les seaux. Vos bras tremblent sous le poids des tâches les plus simples. Et pourtant, chaque instant vous rapproche, sans que vous en ayez conscience, de l'avenir promis. Pourtant, dans cette dureté, il y a aussi l'émerveillement. Vous levez les yeux vers les chevaliers qui traversent la cour en armure. Le métal brille sous le soleil. Les destriers hennissent avec force. Les bannières claquent dans le vent. Chaque fois que vous apercevez ces silhouettes imposantes, votre cœur bat plus vite. Vous êtes fasciné. Vous rêvez de devenir comme eux, d'entendre un jour les pas de votre propre destrier résonner dans la cour, de sentir le poids de l'épée bénie contre votre flanc. La nuit, dans votre paillasse, vous repensez à vos journées. Vous êtes épuisé. Vos muscles vous font mal. Vos yeux se ferment à peine allongés. Mais dans vos songes, vous brandissez déjà une épée. Vous chevauchez à travers champs, acclamés par la foule. L'imaginaire compense la dureté. Vous grandissez dans l'ombre des autres, mais vous grandissez. Vous apprenez vite que rien n'est laissé au hasard. Chaque détail compte. La manière de présenter un plat, la posture que vous adoptez devant vos supérieurs, les mots que vous choisissez. Chaque erreur est notée, chaque progrès est récompensé par un simple hochement de tête. Vous êtes dans une école sévère, où la moindre leçon ratée peut peser sur votre avenir. Ainsi se dessine la première étape de votre vie de chevalier. Loin de la liberté et des jeux, vous découvrez la discipline, la hiérarchie et la servitude. Vous êtes encore un enfant, mais déjà vous sentez le poids d'une mission qui dépasse vos forces. Vous êtes page, et dans cette humilité commence votre chemin. Chaque matin, vous vous réveillez avant l'aube. Le dortoir est glacé, la paille de votre paillasse colle encore à vos cheveux. Les autres pages s'étirent, bâillent, certains grognent en silence. Mais vous savez que vous n'avez pas le droit de traîner. Le château vit au rythme des cloches et des ordres, pas au vôtre. Alors vous sautez sur vos pieds, encore endoloris, et vous commencez vos corvées. Votre premier apprentissage, c'est le service. Vous devez être rapide, discret et obéissant. Dans la grande salle, lorsque les seigneurs et chevaliers s'installent pour le repas, vous devez porter plat et coupe avec précaution. Le bois des tables est sombre, usé par des années de festin, et vos pas doivent être sûrs, vos gestes précis. Une goutte de vin renversée, une tranche de viande mal posée, et les reproches fusent. Parfois, une claque sèche vous rappelle que la moindre erreur n'est pas tolérée. Vous apprenez ainsi la patience et l'humilité, deux vertus que l'on exige d'un futur chevalier, même si, pour l'instant, elles ressemblent davantage à de la soumission. Servir à table, c'est aussi observer. Vous écoutez les conversations des seigneurs, leurs récits de bataille, leurs anecdotes de chasse. Vous voyez leurs gestes, leurs postures, leur manière de se tenir avec fierté. Sans le savoir, vous absorbez ces leçons silencieuses. Votre oreille s'habitue aux termes militaires, à la rudesse du langage des hommes de guerre, mais aussi à la finesse des paroles de cour. Car être chevalier, ce n'est pas seulement manier l'épée,
c'est savoir parler avec justesse, saluer avec grâce, s'asseoir avec dignité. Au-delà du service, vos journées sont remplies de petits apprentissages. On vous enseigne à lire et à écrire, non pas comme un moine, mais assez pour comprendre des ordres, lire des chartes, reconnaître des devises. On vous apprend les bases du latin, car la langue de l'Église et des lettrés reste indispensable. Vous tracez maladroitement des lettres à la plume, vos doigts tachés d'encre, vos yeux fatigués par les heures passées à recopier des textes. Vous ne deviendrez jamais un érudit, mais ces connaissances feront de vous un homme capable de comprendre et de commander. La courtoisie est un autre domaine essentiel. On vous apprend à saluer une dame, à vous incliner devant un seigneur, à vous tenir droit lors d'un banquet. Vous apprenez à contrôler vos gestes, à sourire avec retenue, à parler sans élever la voix. Ces règles vous semblent contraignantes, mais elles façonnent déjà votre allure future. Le chevalier doit inspirer le respect, et cela commence par son maintien et son langage. Parfois, vos maîtres vous confient des tâches plus directement liées aux armes. Vous portez le bouclier d'un chevalier, vous nettoyez une épée, vous frottez l'armure jusqu'à ce qu'elle brille. Le métal froid vous glace les mains, mais vous le touchez avec admiration. Vous rêvez du jour où ce sera la vôtre. Vous tenez aussi l'arc ou la lance pour les préparer. Vous aidez aux écuries, vous approchez des destriers. Ces animaux puissants vous impressionnent. Leur souffle chaud, leur force, leur impatience vous rappellent à quel point vous êtes encore faible. Mais vous apprenez à ne pas avoir peur, à les approcher avec calme et assurance. Vos premiers contacts avec l'équitation sont maladroits. On vous place sur le dos d'un petit cheval ou d'un poney et vous tentez de garder l'équilibre. Vos jambes tremblent, vos mains tirent trop fort sur les rênes et souvent vous tombez dans la poussière, sous les rires des autres pages. Mais chaque chute vous endurcit. Vous remontez, encore et encore, jusqu'à ce que votre corps comprenne. Car l'équitation est au cœur de votre futur rôle. Sans cheval, il n'y a pas de chevalier. Le maniement des armes commence lui aussi par des exercices rudimentaires. Pas question de manier une épée tranchante. Vous tenez une épée de bois, lourde et mal équilibrée, mais qui suffit à vous épuiser. Vous frappez sur des mannequins de paille, vous répétez des gestes simples. Vos bras brûlent, vos épaules protestent, mais vous continuez. Vous ne comprenez pas encore les subtilités du combat, mais vous en ressentez déjà la fatigue et la douleur. Et puis, il y a les humiliations. Elles font partie de l'apprentissage, autant que les leçons. Les chevaliers vous ignorent, les écuyers vous bousculent, les autres pages se moquent. Vous êtes le plus faible, le plus bas dans la hiérarchie, mais à force de subir, vous apprenez à encaisser. Vous vous endurcissez, non pas seulement physiquement, mais aussi dans votre esprit. Vous comprenez que la dignité d'un chevalier ne naît pas dans la gloire, mais dans la capacité à supporter. Pourtant, tout n'est pas que souffrance. Il y a aussi des instants d'émerveillement. Lorsque vous servez à table, vos yeux brillent en voyant entrer un chevalier en armure. La lumière des torches se reflète sur le métal poli. Les éperons résonnent sur la pierre. Vous retenez votre souffle. Voilà l'image de ce que vous voulez devenir. Dans la cour, quand les chevaliers s'entraînent à la joute, vous regardez, fasciné. Le fracas des lances, le hennissement des destriers, les acclamations des spectateurs, tout cela nourrit vos rêves. Vous comprenez que chaque corvée, chaque humiliation, chaque goutte de sueur vous rapproche de cet idéal. La nuit, lorsque vous vous allongez, vos muscles endoloris, vos mains encore rouges des taches, vous laissez votre imagination prendre le relais. Vous vous voyez déjà, quelques années plus tard, armé, reconnu, respecté. Vous vous répétez en silence que la patience est votre allié. Car dans l'ombre de vos maîtres, vous vous préparez à devenir leur égal. Ainsi se termine votre première étape. Vous êtes encore un enfant, mais plus tout à fait. Vous avez appris à servir, à obéir, à souffrir, mais aussi à rêver. Et bientôt, très bientôt, vous franchirez la seconde marche, celle de l'écuyage. Là, la discipline sera encore plus dure, la souffrance plus vive, les humiliations plus cuisantes, mais aussi l'apprentissage plus proche du but. Vous sentez déjà le poids de ce futur. Vous êtes prêt, sans même le savoir, à entrer dans le vrai creuset de la chevalerie. Vous avez grandi. L'enfant qui servait humblement à table, qui portait maladroitement des plats ou s'exerçait à l'équitation sur un poney trop nerveux, cède la place à l'adolescent. Vous n'êtes plus un simple page. Désormais, vous êtes écuyer. C'est une promotion, certes, mais c'est aussi un fardeau bien plus lourd. Car si le page apprend l'humilité et la patience, l'écuyer apprend la douleur, la discipline et l'endurance. Dès votre première journée, vous comprenez que votre existence a changé.
On vous confie un maître, un chevalier expérimenté, que vous devez servir et accompagner en toutes choses. Ce n'est plus la grande salle que vous sillonnez, mais l'armurerie, l'écurie et la cour d'entraînement. Vous êtes responsable de l'armement et du cheval de votre seigneur. Vous devez nettoyer son épée jusqu'à ce qu'elle brille, huiler ses gants, réparer ses étriers, graisser ses pièces d'armure, ajuster son bouclier. Le moindre oubli peut lui coûter la vie sur le champ de bataille, et donc la vôtre aussi, car on vous tiendra responsable. Vous découvrez alors ce que signifie porter du métal. L'armure d'un chevalier est lourde, complexe, composée de dizaines de pièces. Il faut la préparer avant chaque combat, la nettoyer après chaque joute, la réparer dès qu'une éraflure apparaît. Vos mains s'endurcissent, vos épaules se raidissent, votre dos vous fait souffrir, mais vous apprenez à ne pas fléchir. Vous êtes l'ombre de votre maître, et son honneur repose sur votre soin. L'entraînement, lui, devient quotidien et impitoyable. Fini les épées de bois des pages. Vous tenez maintenant de vraies armes, certes émoussées pour les exercices, mais suffisamment lourdes pour meurtrir vos bras. On vous fait courir sous le soleil, frapper encore et encore des mannequins de bois. Levez le bouclier jusqu'à ce que vos muscles brûlent. Chaque séance est une épreuve. Les chevaliers et maîtres d'armes n'acceptent ni faiblesse ni plainte. Si vous tombez, vous vous relevez. Si vous êtes blessé, vous bandez vos plaies et continuez. Vos journées se suivent et se ressemblent, rythmées par la fatigue et la douleur. Vous vous levez à l'aube pour nourrir le destrier de votre maître, brosser sa crinière, vérifier ses fers. Vous apprenez à sceller, à harnacher, à calmer la bête lorsqu'elle s'agite. Puis vient l'entraînement. Course, maniement de la lance, apprentissage du maniement du bouclier, parfois même des exercices à cheval où vous devez garder l'équilibre malgré le poids du métal. À la fin de la journée, vos jambes tremblent, vos bras ne répondent plus, mais votre esprit s'endurcit. L'écuyer n'est pas seulement un serviteur, il est aussi un élève. Vous apprenez à observer les stratégies de vos maîtres, à comprendre les formations de bataille, à reconnaître les blasons ennemis. Vous devez savoir non seulement vous battre, mais aussi réfléchir. La guerre féodale n'est pas un chaos aveugle. Elle obéit à des règles, à des codes, à des hiérarchies. Et vous en êtes désormais un rouage. Pourtant, les humiliations ne cessent pas. Si le page était la cible des moqueries des autres enfants, l'écuyer subit les colères des chevaliers. Le moindre retard, la moindre faute dans la préparation de l'armure, le moindre oubli attire des reproches cinglants, parfois une gifle, parfois une punition physique. Mais vous ne protestez pas, car au fond, chaque correction est une leçon. Vous comprenez que le chemin vers la chevalerie est pavé d'humilité et de douleur. Il y a pourtant des instants de fierté. Lorsque vous aidez votre maître à se préparer pour un tournoi et que son armure étincelle, vous sentez que vos efforts ont un sens. Lorsque vous portez son bouclier devant la foule et que les regards se tournent vers vous, vous devinez ce que pourrait être votre avenir. Et surtout, lorsque vous saisissez votre épée pour la première fois avec assurance, vos gestes encore maladroits, mais plus sûrs qu'avant, vous ressentez cette lueur de dignité. Vous n'êtes plus un enfant. Vous commencez à ressembler à ce que vous rêviez d'être. Le soir, vous rentrez au dortoir, épuisé. Votre corps vous fait mal, vos muscles hurlent, mais dans vos pensées, il y a de la fierté. Vous êtes écuyer, et si la route est encore longue, vous avancez. Chaque épreuve est une marche, chaque humiliation une pierre, chaque cicatrice une preuve. Les mois passent, et avec eux, vos responsabilités s'alourdissent. Vous n'êtes plus seulement celui qui entretient l'armure et nourrit le destrier. Vous devenez l'ombre du chevalier, son bras invisible, celui qui prépare tout pour qu'il brille devant la foule. C'est dans les tournois que vous mesurez pleinement ce rôle. Dès l'aube, alors que les cloches n'ont pas encore sonné, vous êtes déjà à l'œuvre. Vous vérifiez les sangles de la selle, vous polissez le bouclier, vous affûtez l'épée. Vous ressentez la pression. Si une seule pièce manque, si une sangle cède, la honte ne tombera pas seulement sur vous, mais sur votre maître. Dans la cour du château, les spectateurs affluent, les dames s'installent aux galeries, les chevaliers s'avancent, armés et fiers. Vous, discret, vous suivez votre seigneur comme son ombre. Lorsque vient la joute, votre cœur bat presque aussi fort que le sien. Vous êtes à quelques pas de la reine, tenant ses armes de rechange, prêt à courir si la lance se brise. Vous entendez la foule acclamer, le fracas des lances qui se croisent, le hennissement des destriers. Vous voyez votre maître vaciller, se redresser, reprendre l'avantage. Chaque instant est une leçon vivante. Le courage, la maîtrise, mais aussi la peur.
car vous comprenez que même les plus grands peuvent tomber. Vous aussi, parfois, êtes mis à l'épreuve. On vous demande de monter à cheval, d'accompagner un entraînement, de porter une lance plus lourde que vos forces. Vous tombez, vous échouez, et les rires fusent. Mais il y a aussi ces rares moments où vous réussissez. Un coup porté juste sur un mannequin, une charge menée sans chute, une tâche accomplie sans erreur. Dans ces instants fugaces, vous sentez la confiance de votre maître, une tape sur l'épaule, un regard approbateur. Cela suffit à nourrir votre ardeur. Au-delà des tournois, il y a la guerre. Car la vie d'écuyer ne se limite pas aux fêtes et aux joutes. Lorsque le seigneur part en campagne, vous le suivez. Vous ne combattez pas encore, mais vous êtes là, dans l'ombre du conflit. Vous portez les messages d'un camp à l'autre. Vous apportez des armes de rechange. Vous aidez à ramener les blessés. Vous êtes au cœur du tumulte sans y participer directement. Et c'est peut-être encore plus difficile, car vous voyez tout, sans pouvoir agir. Vous découvrez alors l'odeur du sang, le bruit des cris, le chaos des batailles. Vous voyez des chevaliers tomber, parfois ceux que vous serviez la veille encore à table. Vous apprenez la fragilité de cette armure que vous lustrez chaque jour, percée par une flèche, écrasée sous un coup de masse. Vous comprenez que le monde du chevalier n'est pas seulement fait de gloire et de chants, mais aussi de mort et de désespoir. Ces expériences vous marquent profondément. Vous ne dormez pas certaines nuits, revivant les hurlements des blessés, le regard vide de ceux qui ne se relèveront plus. Mais elles forgent aussi votre courage. Vous savez que votre tour viendra, que bientôt vous ne serez plus simple témoin, mais acteur. Cette pensée vous terrifie autant qu'elle vous excite. Dans les moments plus calmes, vous continuez vos apprentissages. On vous enseigne l'art de reconnaître un blason, de lire une bannière, de comprendre les ordres criés sur un champ de bataille. Vous apprenez à être attentif à tout. Le vent qui peut porter une flèche, la position du soleil qui peut aveugler, le bruit des sabots qui annonce une charge. Chaque détail compte, et vous le gravez dans votre mémoire. Les humiliations, elles, persistent. Votre maître peut vous rabrouer pour une armure mal préparée, vous faire recommencer une tâche 10 fois. Les autres écuyers rivalisent avec vous, et la moindre erreur devient un motif de moquerie. Mais vous commencez à résister. Vous encaissez sans plier, vous apprenez à répondre par le travail, par la persévérance. Car au fond de vous, vous savez que chaque corvée, chaque punition, chaque cicatrice vous rapproche du but ultime, devenir chevalier. Peu à peu, le regard des autres change. Vous n'êtes plus seulement un enfant maladroit. Vous êtes devenu un adolescent endurci, capable de tenir une arme des heures, de courir en armure, de sceller un destrier sans aide. Votre maître commence à vous confier des tâches plus nobles. Porter son écu dans les cortèges, l'accompagner à cheval lors des entrées solennelles, veiller à ses armes dans les banquets. Ces gestes sont infimes, mais pour vous, ils sont des victoires. À mesure que les années passent, vous sentez le moment approcher. L'adoubement, ce rêve lointain qui vous semblait inaccessible lorsque vous étiez page, se dessine à l'horizon. Vous n'osez y croire totalement, mais vous savez que votre vie se prépare à changer. Les nuits de veille, vous vous imaginez ce moment. L'épée bénie, le coup du plat de la lame, les éperons dorés attachés à vos bottes. Vous vous répétez que tout ce que vous endurez vous y mène. Ainsi s'achève votre temps d'écuyer. Vous avez souffert, vous avez appris, vous avez été humilié, mais vous avez aussi grandi. Vous n'êtes plus un enfant. Vous êtes prêt à franchir la porte suivante, celle qui sépare l'élève du chevalier. Votre vie entière vous a mené à ce moment. Les humiliations du page, la discipline de l'écuyer, la sueur, la douleur, la fatigue, tout converge vers une seule étape. L'adoubement, c'est l'épreuve ultime, le passage qui fera de vous non plus un serviteur, mais un chevalier. Et déjà, tout commence bien avant le jour de la cérémonie. On vous annonce la date. Ce sera lors d'une fête religieuse, devant les seigneurs, les dames et les chevaliers réunis. Le choix n'est pas anodin. Il marque que votre élévation n'est pas seulement militaire, mais aussi spirituelle. Car devenir chevalier, ce n'est pas simplement manier une épée, c'est jurer de défendre une foi, une cause, un idéal. Les préparatifs commencent par le bain rituel. On vous conduit dans une pièce chauffée, où l'eau a été versée dans de larges cuves. Vous vous plongez dans ce bain comme dans une nouvelle naissance. L'eau brûlante vous purifie, lave la sueur, le sang et la poussière de toutes vos années d'épreuves. Mais au-delà du corps, c'est l'âme qu'on vous demande de purifier. On dit que ce bain efface vos fautes passées et vous prépare à la vie nouvelle qui s'ouvre devant vous. Après le bain, vous revêtez une tunique blanche,
symbole de pureté. Parfois, on y ajoute un manteau rouge, rappel du sang que vous serez prêt à verser. Ces vêtements simples contrastent avec les armures brillantes que vous admirez tant. Vous êtes dépouillé de tout ornement, comme pour rappeler que le chevalier, avant d'être un homme d'armes, est un homme de foi et de devoir. Puis vient le moment le plus solennel, la veillée d'armes. La veille de la cérémonie, on vous conduit dans une chapelle. Vos armes, soigneusement préparées, sont posées sur l'autel. Vous vous agenouillez et la nuit entière vous appartient. Vous devez veiller, prier, réfléchir. La lueur vacillante des cierges éclaire les pierres froides. L'ombre des vitraux se dessine autour de vous. Le silence est lourd, seulement brisé par vos murmures. Vos genoux vous font souffrir. Vos yeux se ferment de fatigue, mais vous savez que vous ne pouvez céder. Cette nuit est une épreuve en soi. Elle teste votre endurance, votre foi, votre capacité à rester debout dans la douleur. Vous pensez à vos années passées, aux rires moqueurs des pages, aux colères des chevaliers, aux blessures et aux chutes. Vous vous souvenez de chaque instant comme d'une marche qui vous a conduit ici. Parfois, vos pensées dérivent. Vous vous demandez si vous serez à la hauteur, si vous survivrez aux batailles qui vous attendent. Vous songez à vos parents, à votre enfance, à la route qui vous a arraché à votre foyer. Vous avez peur, mais vous sentez aussi une force nouvelle grandir en vous. Vous n'êtes plus un enfant. Vous êtes à la frontière de deux mondes, celui de l'élève et celui du chevalier. La nuit avance lentement, vos mains serrant la garde de votre épée, vos lèvres murmurent des prières. Vous demandez à Dieu la force de protéger les faibles, le courage d'affronter vos ennemis, la sagesse de ne pas céder à l'orgueil, car on vous l'a répété 1000 fois. Le chevalier qui oublie son serment n'est plus qu'un bandit armé. Lorsque les premières lueurs de l'aube traversent les vitraux, vous sentez que vous avez changé. Vous êtes épuisé, mais votre cœur est clair. Vous n'êtes pas encore chevalier, mais vous ne l'êtes déjà plus seulement écuyer. La frontière est fine, mais vous l'avez franchie en silence. La veillée d'armes vous a transformé. L'aube s'élève, et avec elle, le jour que vous attendiez depuis toujours. Vos yeux brûlent encore de fatigue après la veillée. Vos muscles sont lourds, mais votre cœur bat avec une intensité nouvelle. Aujourd'hui, vous allez prêter serment, et votre vie ne sera plus jamais la même. On vous conduit hors de la chapelle. La lumière du matin éclaire les pierres du château, et déjà, la grande cour se remplit. Seigneurs, dames, chevaliers, paysans même, tous se pressent pour assister à la cérémonie. Car l'adoubement d'un écuyer n'est pas une affaire privée. Il engage la communauté entière. Il élève un homme au rang de défenseur. Les bannières flottent, les trompettes résonnent. Vous sentez vos jambes trembler, mais ce n'est plus de fatigue. C'est l'émotion brute. On vous place au centre de la salle ou de la cour, selon la coutume. Vous portez encore votre tunique blanche, symbole de pureté, mais désormais, vous êtes l'acteur principal d'un rite millénaire. Le silence tombe. Tous les regards convergent vers vous. Vous sentez ce poids, ce vertige. Vous n'êtes plus un simple serviteur. Vous êtes sur le point de devenir un chevalier. Le seigneur qui vous adoube s'avance. Il tient une épée, l'arme qui incarne tout ce que vous avez toujours désiré. Mais avant qu'elle ne devienne la vôtre, vous devez parler. On vous demande de prononcer le serment. Votre voix tremble d'abord, puis se fait plus ferme. Vous jurez de protéger les faibles, d'honorer vos devoirs, de servir loyalement votre Seigneur, de défendre la foi chrétienne. Vous jurez de ne jamais fuir devant l'ennemi, de toujours chercher la justice, de ne pas abuser de votre force. Chaque mot est un lien qui vous enchaîne, mais c'est une chaîne que vous acceptez de porter. Vous savez qu'à partir de ce jour, votre vie ne vous appartient plus, elle appartient à l'idéal de la chevalerie. Alors, le Seigneur lève son épée, elle brille sous la lumière du matin. Le silence est total, puis il en abaisse le plat sur votre épaule. Le geste est ferme, symbolique, parfois accompagné d'une légère tape, appelée la collée. Ce coup n'est pas une punition, mais un rappel. Un chevalier doit savoir supporter la douleur sans plier. Vous sentez ce contact froid et lourd, et votre cœur s'emballe. Vous êtes adoubé. On vous remet ensuite vos armes. Une épée bénie, consacrée à l'autel, symbole de la justice que vous devrez défendre. On vous attache des éperons dorés, signe que désormais vous pouvez monter à cheval non comme un élève, mais comme un seigneur de guerre. On vous donne votre bouclier, parfois peint aux couleurs de votre famille, parfois orné d'un motif que vous choisirez et qui deviendra votre emblème. Chacun de ces gestes grave un peu plus votre nouvelle identité. Lorsque vous vous relevez, le monde a changé. Les regards ne sont plus les mêmes. Là où on voyait un serviteur, on voit désormais un protecteur.
Là où on voyait un enfant, on voit un homme. Vous sentez la fierté dans les yeux de votre maître, la reconnaissance dans ceux de vos pairs, l'admiration des plus jeunes pages qui rêvent déjà de suivre vos pas. La cérémonie se conclut par un banquet. Les tables se couvrent de mets, le vin coule, les musiciens jouent, on chante, on rit, on vous félicite. Les dames vous adressent des sourires, les chevaliers vous serrent la main, certains vous offrent des conseils, d'autres vous mettent à l'épreuve par des questions ou des défis. Vous êtes au centre de l'attention. Mais au milieu de cette joie, vous sentez aussi la gravité de ce que vous venez de vivre. Car au-delà de la fête, il y a une vérité. Le serment que vous avez prononcé ne s'effacera jamais. Vous êtes lié par votre honneur. Si un jour vous fuyez, si un jour vous abusez de votre pouvoir, ce banquet, ces chants, cette gloire, se transformeront en honte éternelle. Vous en êtes conscient, et c'est peut-être cette conscience qui vous grandit le plus. La nuit venue, alors que les festivités se terminent, vous contemplez vos nouvelles armes, vous touchez la garde de votre épée, vous regardez vos éperons briller à la lueur des torches. Vous ressentez une joie immense, mais aussi une responsabilité écrasante. Vous n'êtes plus écuyer, vous êtes chevalier. Vous avez prêté serment, reçu l'épée et les éperons. Mais tant que vous n'avez pas senti le métal vous engloutir, tant que votre souffle n'a pas rebondi contre l'intérieur d'un casque trop serré, vous n'êtes qu'un chevalier en promesse. L'armure, les armes, le cuir qui grince, l'odeur d'huile rance et de laine, c'est cela, désormais, votre vraie peau. Et vous allez l'enfiler pièce après pièce, jusqu'à vous oublier vous-même. Tout commence au matin, quand la pierre du château est encore fraîche et que la brume s'attarde au ras de la cour. Vous vous tenez debout, bras ouverts, près du râtelier où attend votre équipement. Votre écuyer a déjà tout préparé, les lanières vérifiées, les rivets resserrés, la laine sèche, les points d'attache dégagés. Sur vos épaules, d'abord, il passe la chemise de lin, propre, fine, presque douce, qui évitera au métal de mordre votre peau. Par-dessus la gambison, cet épais pourpoint rembourré vous tombe jusqu'aux hanches. Il est lourd, chaud, mais c'est lui qui encaissera les premiers chocs et boira votre sueur. Vous sentez déjà la chaleur monter, la rigidité s'installer dans vos épaules. Vient ensuite la maille. On la pose comme un filet de fer vivant. Le haubert glisse sur vos bras et couvre votre torse. Sa pluie d'anneaux sonne une musique grave et continue. Chaque mouvement allume une rumeur métallique. Votre écuyer ajuste la coiffe de maille sur votre tête, puis fixe les choses de maille à vos braies avec des lassages tendus comme des arcs. Vos muscles protestent. Le poids n'est pas écrasant, mais il est partout. Une pression constante qui vous rappelle que le chevalier ne bouge jamais librement. Il impose sa volonté au métal comme il l'impose à l'adversité. Aujourd'hui, votre armure est plus qu'un voile de maille. Elle s'achève en plaque rigide. Le plastron s'ajuste sur votre poitrine. L'air devient plus court, votre cage thoracique, tenue. On boucle la dossière, on fait mordre les sangles. Puis la gorge, une gorge de fer, gorge-rein, vous enserre, transfigurant votre voix en souffle caverneux. Aux épaules, les spalières s'emboîtent. Aux bras, re-rebrasse, coudière, brassard. Aux mains, les gantelets articulés où chaque phalange cliquette. Aux cuisses, les cuisseaux. Aux genoux, les genouillères. Aux tibias, les grèves. Et enfin, aux pieds, les solaires de métal. Écailles superposées qui chantent contre la pierre. Vous n'êtes plus un homme. Vous êtes un mécanisme. Votre écuyer se recule une seconde. Il sait que c'est là, toujours, que vous testez la carapace. Un pas, un autre, un demi-tour. Le champ de vision se resserre dès qu'il vous présente le home. La lumière se découpe en fente. Le monde devient rectangle. Le son se voile. Vos oreilles captent différemment les bruits, comme si l'arène s'éloignait d'un pas. L'air a une odeur, fer, graisse, cuir. Vous respirez plus profond, sans même vous en rendre compte. Chaque inspiration mesure la place que le métal vous laisse. Vous connaissez cette sensation. La première minute, on se croit prisonnier. La deuxième, on se souvient qu'on a la clé. La clé, c'est la volonté. L'écu vient ensuite. Son dos, creusé par l'usage, épouse votre avant-bras. Les sangles crissent. Le bord vous effleure la mâchoire. Sa forme dit déjà qui vous êtes et d'où vous venez. Autrefois long et en amande pour couvrir tout le flanc à cheval, il s'est raccourci avec le temps. Écu hitter. Assez haut pour garder la gorge, assez large pour masquer le cœur. Sur la face, vos armoiries éclatent. Azur et or, gueules et argent. Vous y lisez votre nom comme on lit un présage.
Vous savez qu'en mêlée, c'est ce panneau peint qui permettra à vos alliés de vous suivre, à vos ennemis de vous traquer, aux héros de chanter vos exploits ou vos fautes. On ceint alors votre épée. Elle pèse peu, comparée à tout le reste, mais son poids symbolique vous tire à la terre. Sa garde ouverte dessine une croix, toujours. La lame, bien trempée, a ce léger frisson quand on la sort du fourreau, un son qui, pour vous, tient de la prière. Vous la laissez à la hanche, légèrement en arrière, de sorte que votre jambe droite ne bute pas sur la chape en marchant. À l'autre côté, la dague, la miséricorde, se glisse dans un fourreau étroit, courte, droite, destinée à percer là où la plaque s'interrompt. Vous n'aimez pas y penser, mais vous savez pourquoi vous la portez. La guerre demande parfois des gestes rapides que les chansons n'évoquent pas. On vous présente la lance. Longue, conique, lestée vers l'avant, elle s'abaisse naturellement quand vous la couchez sous l'aisselle et que vous faites jouer votre poignet pour stabiliser la hampe. Vous sentez, contre la plaque, vibrer le bois quand la pointe effleure le sol. Vous connaissez déjà, par l'entraînement, le moment où, lancé au galop, l'énergie de votre destrier traversera toute cette ligne de frêne pour se concentrer dans un seul point d'acier. Ce moment où tout votre être se réduit à une visée. Votre panoplie n'est pas complète sans les armes qui disent autre chose de vous. La masse d'armes pour briser, la hache de cavalerie pour arracher, parfois la guisarme à pied, plus tard le bec de corbin quand les plaques deviendront trop dures. Vous ne les aimez pas toutes, chacune a sa musique et ses compromissions. L'épée, elle, garde votre préférence. Elle tranche net dans votre esprit, comme une idée claire. Vous faites quelques pas encore, plus longs, le métal suit. Les charnières travaillent, les sangles répondent. La gambison colle déjà un peu au dos. Vous le savez, ce n'est pas la masse seule qui écrase, c'est la durée. 15 minutes et on transpire. 1 heure et les cuisses brûlent. Une après-midi, et même le héros a la nuque en feu. L'armure protège, mais réclame en échange une dîme d'effort. On vous tend enfin le surcot, ce vêtement qui tombe sur la maille ou la plate, léger, aux couleurs de votre blason. Il casse les reflets, protège le métal du soleil, et surtout, il parle. Il dit à tous, de loin, qui entre en lice. Votre écuyer épingle le penon au fût de votre lance. Le vent le prend, claquement bref. Vous existez désormais dans les yeux des autres. Alors, vous testez l'ensemble sur un pelle, ce tronc fiché en terre. Un pas, le poids du corps, la torsion du bassin, la coupe. Le choc remonte dans l'avant-bras, le gantelet encaisse. Vous changez de garde, mettez le bouclier devant, entamez une seconde taille, plus basse. Vous sentez exactement où la plaque renvoie l'impact et où elle l'absorbe. Épaules, coudes, hanches, genoux. Tout est affaire d'angle, de flux, de souffle. Vous n'êtes pas prisonnier, vous êtes encadré. Entre les cadres, votre liberté est totale. Quand vous retirez le home pour un instant, l'air vous semble trop vaste, trop cru. Vous souriez. Vous savez que l'accoutumance est faite. L'armure ne s'ignore jamais, mais elle se dompte. Et c'est là, précisément, que vous devenez chevalier. Pas dans la beauté des plaques, mais dans la maîtrise de ce qu'elles exigent. Le reste de la matinée est consacré aux vérifications. Les rivets qui pointent un peu trop, le gantelet droit dont une lame accroche, la soudure du gorgerin à relimère. Vous surveillez tout. Vous savez qu'une armure vit. Elle travaille, se fatigue, réclame soin et patience. Un homme qui ne graisse pas, qui ne sèche pas, qui ne coûte pas ses lacets au bon endroit, n'est pas un chevalier, c'est un enfant déguisé. Enfin, vous remettez l'ensemble. Vous saignez l'épée, vous prenez l'écu. Le poids total s'organise. Vous traversez la cour. Les valets s'écartent à votre passage. Les dames lèvent la tête. Les novices retiennent leur souffle. Vous ne cherchez pas l'effet, mais vous l'entendez autour de vous. L'armure fait son œuvre visible. Elle impose le respect avant que l'épée n'ait parlé. Ce soir, quand on déposera pièce après pièce sur le banc, quand la peau boira l'air frais, vous sentirez à quel point cette carapace a bu votre force. Vous dormirez d'un seul tenant. Demain, pourtant, vous recommencerez. Car l'identité d'un chevalier ne se garde pas d'un jour sur l'autre comme un manteau. Elle se refait chaque matin avec du fer, du cuir, du courage et des gestes exacts. On dit souvent que l'armure protège. On oublie qu'elle façonne. Porter la plaque et la maille ne consiste pas seulement à survivre au coup. C'est apprendre à penser, respirer, décider à l'intérieur d'une contrainte permanente. Cette seconde partie n'est pas un simple catalogue. C'est la science intime par laquelle vous apprenez à vous battre en armure, à en faire un langage et un visage. Le premier apprentissage est celui de la respiration.
Dans le Éum, l'air est plus lourd, plus chaud. Vous ne pouvez pas halter sans noyer votre propre force. Alors vous comptez. Inspiration courte, expiration plus longue. Vous calquez votre souffle sur vos pas, sur la cadence de votre cheval. Votre écuyer vous regarde courir en maille sous la pluie. Vous écoutez seulement la régularité de votre poitrine. Un chevalier se fatigue comme tout homme. La différence, c'est qu'il sait où placer sa fatigue pour qu'elle ne l'emporte pas. Vient ensuite l'équilibre. L'armure déplace votre centre de gravité, l'écu le décale. Vous apprenez à engager le bassin, à ancrer vos appuis, à tourner en gardant la hanche ouverte. À pied, vous mesurez la distance comme un maçon mesure une pierre. À cheval, vous la sentez dans le garrot et les rênes. On vous fait frapper le pelle d'abord lentement, puis plus vite, puis enchaîner taille, revers, estoc, bouclier en avant, retrait de la ligne. Votre aume claque quand vous prenez un coup sur le cimier. Rien de grave, mais le monde tremble une seconde. Vous ne tombez pas, c'est la victoire du jour. La lance couchée est un art à part. Vous la saisissez avec les doigts, pas avec la colère. Votre aisselle droite devient charnière, votre torse un trait. Au galop, vous ne poussez pas, vous laissez filer. Le destrier porte la masse, la lance porte la pointe, vous ne portez que la ligne. À l'impact, si vous avez bien tenu, la hampe éclate en gerbes claires. Vous relâchez au même instant, pour ne pas que la force de votre propre triomphe vous arrache du siège. Tout cela se décide en moins d'un battement. On peut l'apprendre 1000 fois. Ce n'est qu'au premier vrai choc que le corps comprend. Le bouclier vous enseigne la géométrie des hommes. À hauteur d'épaule, il ferme la porte de la gorge. Légèrement abaissé, il couvre la hanche gauche et la cuisse. Votre œil droit prospère dans la fente du aume. Votre œil gauche veille au rebord de l'écu. Vous jouez d'angle. Vous fermez. Vous ouvrez. Vous offrez une cible pour mieux la retirer. Un adversaire impatient frappe au bord. Vous sentez, par la vibration sourde sur votre avant-bras, que sa lame s'est perdue. La riposte est simple, presque élégante. Un pas, une passe, et l'acier répond. La masse et la hache parlent un autre dialecte. Elles ne demandent pas tant de finesse qu'un courage d'approche. On y perd des dents, parfois. Mais dans les mêlées, quand les plaques d'en face se rinent de la taille, le tranchant obtus de la masse dit la vérité la plus courte. Ce qui ne coupe pas écrase. Vous n'aimez pas ce langage, mais vous savez le parler. Toute cette science ne sert à rien si vous n'êtes pas vu. La guerre médiévale n'est pas une ombre indistincte, c'est un théâtre où l'on doit reconnaître ses amis. Vos armoiries n'ornent pas seulement l'écu, elles se déploient en tabard, en surcot, en penon à la lance, en bannière au vent. Vous connaissez les tinctures, or et argent, métaux, gueules, azur, sable, sinople, couleur. Et la règle simple que vous vous répétez en riant avec le héros, pas de couleur sur couleur, pas de métal sur métal. Ce code, qui semble jeu, sauve des vies. Un geste de côté pour protéger un compagnon dont vous avez reconnu le blason. Un appel qu'on entend, un ralliement autour d'une bannière encore debout. Sans l'héraldique, la mêlée serait un océan sans rivage. Votre écu lui-même a une histoire. Long naguère, pointu en bas pour couvrir la jambe en selle, il s'est raccourci à mesure que la plaque a conquis les cuisses et les genoux. Sa courbure épouse mieux votre torse. Son épaisseur a grossi pour mieux encaisser les estocs. Certains jours, vous troquez l'écu pour un bocle rond, léger, quand vous descendez combattre à pied dans une ruelle ou une brèche. Vous expérimentez. Le chevalier n'est pas un dogme d'acier, c'est une adaptation permanente. Rien de tout cela n'existe sans l'atelier qui ronfle derrière vous. L'armurier chauffe, frappe, trempe. Il polit une genouillère, refait une sangle, remplace un rivet. Vous l'écoutez parler à votre écuyer comme on écoute un médecin parler d'un cœur. Là, ça plie trop. Là, ça mord. Là, c'est trop court. Vous avez appris à respecter ces mains noircies qui rattrapent vos imprudences. Un clou négligé devient blessure. Une couture mal faite, une honte publique. La gloire visible du chevalier repose sur l'invisible rigueur des gestes autour de lui. Puis, il y a le coup. Un haubert, un bon plastron, un aume fiable, des gantelets articulés. Chaque pièce est un mois, parfois une année de revenus d'un homme simple. Vous savez que votre panoplie vaut autant qu'un petit troupeau. Vous savez aussi qu'une pluie non séchée, une campagne sans graisse, une chute mal contrôlée dévorent cette fortune en une semaine. L'armure n'est pas un trophée, c'est une dette quotidienne. Lorsque vous vous entraînez 1 heure entière à pied, vous sentez votre monde se rétrécir à 4 choses. La pression du gorgerin, la brûlure des cuisses, le roulis des épaules sous les spalières et la lucidité. Cette lucidité, c'est votre trésor. Elle vous dit quand reculer d'un pas pour ne pas rompre,
quand avancez d'un demi pour mordre. Elle vous dit de ne pas poursuivre un avantage qui vous écarterait trop de vos hommes. Elle vous dit, et c'est le plus dur, qu'en vivre vaut mieux que paraître. Tout ce que vous apprenez à pied ne prend son sens qu'à cheval. Car, vous le savez, l'armure a été pensée pour la selle, pour la vitesse, pour le choc qui transforme vos 30 kilos de plaques et vos 80 kilos d'hommes en tonnes d'élan. Votre jambe intérieure serre, la main extérieure relâche. Le destrier s'accule, pivote, repart. Vous ressentez la plaque qui froisse la laine à la hanche gauche quand vous vous asseyez mieux. Vous corrigez d'un souffle. Votre écuyer dehors ne voit que la beauté du mouvement. Vous, dedans, ne voyez que les réglages. Le soir, dans la salle, on vous parle blason et exploit. On loue la finesse d'un cimier sculpté, la couleur vive d'un mantel. Vous souriez. Vous savez qu'une belle armure attire le regard, et donc la flèche. Vous savez aussi que votre identité s'y joue. Votre nom passe par ces couleurs, par cette croix, par ce lion. Un jour viendra où, de loin, au milieu de la poussière, des hommes se diront « Le voici ». Si, ce jour-là, votre bras ne tremble pas, ce sera grâce à toutes ces heures à respirer à l'intérieur. Quand enfin vous déposez les plaques dans le calme, votre corps paraît plus léger que le monde. Vous sentez vos clés d'os, vos attaches de tendons, la liberté céleste d'un coup s'engorgerin. Vous vous lavez longuement, l'eau devient sombre. Vous pensez au coup que la plaque a pris pour vous, au coup qu'elle prendra demain. Et, au moment de vous coucher, une pensée s'impose. Vous ne seriez pas ce que vous êtes, sans ce visage de fer qui vous masque et vous révèle tout à la fois. Demain vous attend autre chose encore. La force qui porte ce fer, le cheval. Car une armure parfaite n'est qu'une statue, si le destrier ne la soulève pas. Un blason éclatant n'est qu'une bannière, si un cœur battant ne l'emmène pas au galop. Il est temps de vous tourner vers votre compagnon indispensable. Sans cheval, vous n'êtes qu'un homme enfermé dans une coquille de fer. Avec lui, vous devenez tempête. Depuis vos années de page, vous avez appris que le destrier n'est pas un simple outil. Il est l'autre moitié du chevalier. Vous êtes sa raison, il est votre puissance. Et désormais, c'est à vous de mériter cette union. Vos premières montures n'étaient que des ronçins, des chevaux de bas prix, robustes mais sans éclat. Vous y avez appris l'équilibre, la crainte des chutes, la douleur des genoux serrés trop fort. Puis, adolescent, vous avez monté des pals froids, plus gracieux, réservés aux voyages et aux cérémonies. Leurs allures souples vous enseignaient l'élégance, la maîtrise de soi devant les dames et les seigneurs. Mais aujourd'hui, ce n'est ni roncin ni palefroid qui importe. C'est le destrier, le véritable cheval de guerre, l'animal qui fera de vous un mur mouvant, un éclair de terre et de chair lancé à travers le tumulte. Le destrier n'est pas grand au sens moderne. Ce n'est pas une tour vivante comme les chevaux de trait des paysans. Il est plus compact, trapu, ses muscles courts et puissants. Ses yeux sont vifs, son souffle nerveux, sa croupe large. C'est une bête chère, rare, presque sacrée. Le vôtre ne vous a pas été donné. Vous l'avez reçu comme on transmet une relique. Le Seigneur qui vous adouba a voulu marquer votre élévation par ce don. Vous vous en souvenez, quand on vous a conduit à l'écurie et qu'on vous a montré cet animal au poil noir et brillant, le cœur vous a bondi dans la poitrine. Apprivoiser un destrier est une école à part. Ce n'est pas une monture soumise comme un palefroid, ce n'est pas une bête de somme. C'est un animal entraîné pour supporter le vacarme, la douleur, la peur. Vous vous souvenez encore de ces premiers écarts lorsque vous avez approché en armure. Le reflet du métal, l'éclat du aume, le claquement du bouclier suffisaient à le faire cabrer. Vous avez dû, patiemment, jour après jour, l'habituer à ce vacarme. On lui a fait entendre le son des trompettes, le choc des épées contre les pelles, les clameurs d'une foule. On a approché de lui des torches, on l'a frôlé de lances émoussées. Et vous, à côté, vous le caressiez, vous lui parliez doucement, vous le teniez ferme, jusqu'au jour où il a cessé de trembler. Vous avez alors découvert la première vérité du chevalier. Le cheval se dompte moins par la force que par la confiance. Vos éperons ne suffiraient pas s'il vous rejetait. Vous devez être maître et compagnon à la fois. Lorsque vous lui parlez, lorsque vous serrez légèrement vos genoux, il doit comprendre que vous êtes là, solide, que vous ne le trahirez pas. Vous apprenez à lire ses oreilles, ses narines, la tension de son encolure. Vous savez quand il hésite, quand il s'énerve, quand il s'apprête à charger. C'est un dialogue constant, muet, qui s'écrit dans chaque geste. Vient ensuite l'apprentissage de la fusion des corps. L'homme sans cheval marche, l'homme avec cheval vole,
La première fois que vous avez senti l'allure du destrier, ce trot puissant qui secoue vos entrailles, ce galop qui vous avale le souffle, vous avez compris que vos jambes ne suffiraient jamais à égaler cela. Mais le cheval seul, sans vous, n'est qu'une bête. Avec vous, il devient un vecteur de volonté. Vous apprenez à guider par la cuisse, par le poids du corps, par la tension d'une reine, une pression subtile, et il tourne, un souffle, et il s'arrête, un éperon, et il s'élance comme une flèche. Dans l'arène d'entraînement, vous répétez ces gestes jusqu'à l'obsession. Votre écuyer vous tend la lance, vous la couchez sous l'aisselle, vous pressez les flancs. Le destrier bondit, son souffle jaillit comme une forge, et la pointe de votre lance trouve le pelle. Le choc remonte en vous, mais la bête, elle, reste ferme. Vous savez qu'elle a compris, et vous aussi, l'odeur de l'animal devient la vôtre, celle de la sueur, du cuir mouillé, du fer des fers chauffés et rivés. Quand vous caressez son encolure après une charge, quand vous sentez son cœur battre sous votre paume, vous savez que ce n'est plus seulement votre monture, c'est votre compagnon. Vous l'aimez presque comme un frère. Vous savez que sans lui, vous n'irez nulle part, que sur le champ de bataille, il sera votre bouclier et votre épée, parfois même votre seule chance de survie. Mais il y a plus encore. La psychologie de la charge. Vous avez découvert, la première fois que vous avez lancé votre destrier au galop vers une ligne d'écuyers portant des boucliers, ce que signifiait être un chevalier. Le sol tremble sous vos sabots, la poussière s'élève, la lance vibre. Devant vous, les hommes hésitent, certains reculent, d'autres s'accrochent. Vous n'avez pas encore touché que déjà vous avez vaincu. La peur que votre bête inspire est une arme en soi. Vous comprenez alors pourquoi le chevalier est invincible aux yeux des paysans. Il n'est pas seul, il est la fusion d'un homme et d'une force animale qui le dépasse. Votre entraînement avec le destrier dure des heures, des jours, des mois. Vous apprenez à le faire tourner court, à le faire cabrer, à le lancer en avant, puis à le retenir brusquement. Vous l'habituez à porter le poids du métal, à supporter vos écus et vos armes. Vous sentez son dos se creuser, ses muscles rouler sous vous. Vous apprenez à ne plus penser à vos jambes ni à vos mains. Elles deviennent instinctives, automatiques. Peu à peu, vous ne montez plus un cheval, vous devenez centaure. Le destrier et vous partagez la même volonté. Quand vous vous élancez dans la cour, quand vous traversez la plaine, c'est comme si votre cœur et le sien battaient ensemble. Vous êtes prêt. Vous savez qu'au tournoi, à la guerre, il sera votre plus sûr allié. Et le jour où vous participez à votre première charge simulée avec d'autres chevaliers, lorsque le bruit des sabots se mélange au vôtre, lorsque le fracas de 10, 20 destriers lancés à pleine vitesse secouent la terre, vous comprenez enfin ce qu'est la puissance de la chevalerie. Vous n'êtes plus un individu, vous êtes un mur vivant de fer et de muscles. Vous êtes la terreur incarnée. Votre destrier est désormais votre allié, mais il est aussi votre fardeau, car le garder en vie et en force exige autant d'efforts que de maintenir vos armes en état. Vous découvrez vite qu'un cheval de guerre coûte une fortune. L'acquérir est un privilège réservé aux familles nobles ou aux seigneurs riches. Pour un simple paysan, son prix équivaudrait à plusieurs années de travail, voire à l'achat de terres entières. On dit parfois qu'un destrier vaut plus cher qu'un château modeste, et vous comprenez pourquoi. Il est rare, précieux, et son dressage exige des mois, parfois des années. Chaque matin, avant même que vous n'enfiliez votre armure, vous descendez aux écuries. Là, l'odeur du foin, du cuir et de la sueur animale vous enveloppe. Votre écuyer a déjà préparé la ration d'avoine, car un destrier ne peut se contenter d'herbe comme les bêtes de labour. Il a besoin d'énergie, de force. Vous caressez son encolure, vous vérifiez ses sabots, ses yeux, sa respiration. Vous inspectez la ferrure. Le fer doit être bien rivé, les clous solides, car une défaillance en pleine charge serait fatale. Vous savez que la moindre négligence peut briser non seulement la bête, mais votre vie. Le harnachement est une science à part. La selle de guerre, haute et renforcée, vous maintient en place lors des chocs. Les étriers profonds permettent de soutenir le poids de l'armure et de la lance. Le mors, lui, est à double tranchant. Trop dur, il mutile. Trop doux, il ne contrôle rien. Vous apprenez à ajuster le filet avec précision, à tendre les rênes juste ce qu'il faut. Chaque sangle, chaque boucle, chaque pièce de cuir est inspectée avec attention. Vous savez que la gloire d'une charge peut s'effondrer à cause d'une lanière rompue. La médecine des chevaux, elle, est rudimentaire. Pas de vétérinaires savants, seulement des palefreniers expérimentés, des remèdes transmis de bouche à oreille.
On applique des cataplasmes d'herbe, on lave les plaies avec du vinaigre, on bande les tendons fatigués avec des linges imbibés d'huile. Vous apprenez vite à reconnaître les signes de la fatigue. Une oreille tombante, un souffle rauque, une démarche hésitante. Car perdre un cheval n'est pas seulement une perte matérielle. C'est comme perdre une partie de vous-même. Votre destrier, malgré sa puissance, reste fragile. Il peut boiter à cause d'une pierre, s'épuiser sous une chaleur trop forte ou se blesser dans une mêlée. Vous devez donc penser à lui en permanence. Vous le laissez souffler après chaque exercice. Vous séchez sa sueur, vous massez son encolure. Vous veillez sur lui comme sur un frère d'armes. Dans les tournois, le cheval est presque autant acclamé que le chevalier. Sa robe luisante, ses mouvements élégants, sa force lors de la charge suscitent l'admiration. On raconte même les noms des destriers. On les chante dans les chroniques, comme on chante ceux de leur maître. Car l'animal est le miroir de votre gloire. S'il faiblit, vous faiblissez. S'il triomphe, vous rayonnez. Mais c'est sur le champ de bataille que vous mesurez toute son importance. Les tactiques de cavalerie sont précises. On ne charge pas à n'importe quel moment. Vous attendez le signal, vous observez le terrain. Trop boueux et les sabots s'enlisent. Trop pierreux et les fers se brisent. Trop pentus et la vitesse se perd. Vous savez que la cavalerie n'est efficace que lorsqu'elle frappe avec l'élan et la cohésion. Alors vous avancez en ligne, le destrier au pas, puis au trot, puis au galop, et enfin la charge déferle. Le bruit est assourdissant, le sol tremble, et vos ennemis voient arriver non pas des hommes, mais une vague de métal et de chair. Pourtant, il ne faut pas croire que le cheval fait tout. Vous devez savoir quand retenir, quand reculer. Un cheval épuisé est un cheval mort, et un cheval mort est un chevalier condamné. Parfois, il faut descendre. Oui, descendre de selle. Dans un siège, dans une ruelle étroite, dans un terrain marécageux. Le destrier est plus un fardeau qu'une aide. Alors vous devenez piéton, vous luttez avec vos frères d'armes, et vous laissez votre monture attachée derrière les lignes. C'est un sacrifice difficile, car vous perdez alors une part de votre force. Mais c'est une nécessité. Vous apprenez aussi à protéger votre destrier au combat. Votre bouclier ne sert pas seulement à vous, il sert aussi à détourner les flèches qui sifflent vers son encolure. Vous veillez à le tourner légèrement, à couvrir sa tête du mieux possible. Car l'ennemi sait qu'abattre un cheval, c'est abattre son cavalier. Vous ressentez chaque blessure infligée à votre monture comme si elle vous atteignait vous-même. Les années passent et la complicité s'approfondit. Vous savez que votre destrier reconnaît votre voix, qu'il devine vos intentions avant même vos gestes. Quand vous vous élancez dans une joute, quand vous franchissez le pont-levis d'un château assiégé, quand vous fondez sur une ligne ennemie, vous ne faites plus qu'un. Et dans les regards des autres, vous lisez cette vérité. Le chevalier n'est pas seulement un homme en armure. Il est un centaure, un être hybride, moitié humain, moitié bête, uni par la guerre. Lorsque vous contemplez votre destrier dans l'écurie, paisible, mâchant son avoine, vous sentez que vous contemplez aussi votre propre avenir. Car un jour, vous vieillirez, vos bras faibliront, vos jambes trembleront, mais tant que vous aurez un cheval sous vous, vous serez encore chevalier. Le destrier est plus qu'une monture, il est votre identité. Et déjà, vous savez que viendra le moment où, avec lui, vous quitterez les tournois et les entraînements pour entrer dans la vraie guerre féodale. Là où la gloire se mêle à la brutalité, là où le chevalier découvre que derrière l'idéal se cache le carnage. Vous avez juré fidélité, prêté serment, porté vos armes dans les tournois. Mais la vraie raison d'être d'un chevalier n'est ni le festin ni le spectacle, c'est la guerre. C'est pour elle que l'on vous a forgé, c'est en elle que l'on vous éprouvera. Et le jour vient où la cloche sonne, où le héros crie, où les bannières se dressent. Votre seigneur lève son hoste. Vous êtes appelé. Dès les premières heures, l'excitation se mêle à l'angoisse. Vous enfilez votre armure, vous scellez votre destrier, vous vérifiez vos sangles une dernière fois. Votre écuyer, nerveux, court de droite à gauche, ajuste votre écu, tend vos étriers, vous tend votre lance. Vous sentez ses mains trembler et vous comprenez qu'il partage votre appréhension. Car si le tournoi a ses règles, la guerre n'a que la mort pour juge. Le départ se fait au lever du soleil. Les chevaliers s'assemblent, bannières au vent, et prennent la route. Autour de vous, l'armée se déploie. Archers, sergents, fantassins mal équipés, paysans enrôlés de force. Leurs regards vous rappellent à quel point vous êtes différents. Pour eux, la guerre est un cauchemar. Pour vous, elle est un devoir, mais aussi un théâtre de gloire possible. Vous chevauchez en tête, votre écu brillant au soleil, vos couleurs claquant dans l'air.
Vous représentez l'ordre, l'autorité, la force. La première étape n'est pas la bataille rangée, mais la chevauchée. Vous découvrez ce que signifie la guerre féodale, piller pour affaiblir, brûler pour intimider, détruire pour contraindre. Les villages sur votre route sont abandonnés ou en flammes. Les paysans fuient à travers champs. Certains se terrent dans les bois, d'autres supplient à genoux. Vous voyez des greniers ouverts, des récoltes saisies, du bétail réquisitionné. Vous comprenez alors que, derrière les champs de gloire, la guerre est surtout misère et désolation. Et pourtant, dans ce chaos, vous sentez la fierté de votre rôle. Vous êtes la pointe de la lance, celui qui fait plier l'ennemi par sa seule présence. Lorsque vous entrez dans un village à cheval, armé, le simple bruit de vos pas suffit à faire reculer les habitants. Vous réalisez que votre armure n'est pas seulement un bouclier, mais un symbole de terreur. Vous inspirez à la fois respect et crainte, et cela vous grise. Mais la guerre ne se résume pas à des marches triomphales. Les campagnes sont longues, épuisantes. Vous dormez dans des campements boueux. Vous mangez un pain dur et des rations maigres. Vous endurez la pluie qui s'infiltre sous la maille, le froid qui glace vos os. Vous découvrez la lassitude des longues chevauchées, les heures passées à attendre, immobile, dans un champ détrempé. Le cheval lui-même fatigue, ses flancs creusés par l'effort, ses sabots usés par les routes. Vous réalisez que la guerre n'est pas faite de gloire quotidienne, mais de souffrance ordinaire. La peur, aussi, vous gagne. Chaque fois que vous approchez d'un bourg fortifié, vous savez que derrière les murs se cachent des archers, des piques, des embuscades. Vous sentez votre cœur battre plus vite quand le héros crie l'ordre de s'avancer. Vous pensez à votre serment, vous serrez la garde de votre épée, vous cherchez le regard de vos compagnons. C'est dans ces instants que la fraternité naît, dans la peur partagée, dans la certitude que, si vous tombez, d'autres prendront votre place. Vous voyez aussi les excès. Certains chevaliers pilent sans retenue, violents, incendient. Vous détournez parfois le regard, parfois vous tentez de retenir un camarade. Vous comprenez que l'idéal de la chevalerie se heurte à la brutalité du réel. On vous a appris à protéger les faibles, mais la guerre vous met face à l'impossible. Comment protéger quand la victoire se gagne par la destruction? Et puis il y a les premiers affrontements. Pas encore de bataille rangée, mais des escarmouches. Vous fondez sur un groupe de sergents ennemis, lance couchée. Le choc est violent. Vous sentez votre arme pénétrer un bouclier, se briser dans un craquement sec. Vous tirez votre épée et continuez, les cris autour de vous, les corps qui tombent, les chevaux qui s'emballent. Votre sang pulse, vos oreilles bourdonnent. Vous frappez, vous parez, vous survivez. Quand enfin le calme revient, vous réalisez que vous respirez encore, que vous êtes vivant. Vous goûtez pour la première fois à la guerre véritable. Lorsque la chevauchée s'achève et que l'hostie s'arrête, vous contemplez le paysage derrière vous. Des villages en cendres, des champs dévastés, des hommes et des femmes brisés. Vous sentez le poids de votre serment, et vous savez que ce que vous avez vu n'est qu'un prélude. La vraie guerre, la bataille rangée, le choc des armées vous attend. Le jour de la grande bataille est arrivé. Cette fois, ce n'est plus une chevauchée, ce ne sont plus des escarmouches, c'est l'affrontement total, rang contre rang, bannière contre bannière. Vous êtes réveillé avant l'aube par les cloches du camp, le hennissement des chevaux, le fracas des forgerons qui ajustent une dernière rivure. L'air est froid, la brume s'accroche aux collines, et déjà, vous sentez dans votre poitrine un battement sourd qui n'est pas seulement le vôtre, mais celui de tout l'ost. Votre écuyer vous équipe lentement, méthodiquement. Chaque pièce d'armure prend un sens nouveau. Ce n'est plus un entraînement, ce n'est plus une parade, c'est une promesse silencieuse de survie. Le home abaisse le monde à une fente étroite. Vous inspirez profondément et l'air vous semble lourd, saturé de peur et d'attente. Puis vous montez en selle. Votre destrier piaffe, sans lui aussi la tension. Vous caressez son encolure, et pour un instant, vous vous persuadez que vous êtes prêt. Face à vous, sur l'autre colline, les bannières ennemies claquent. Vous devinez le rouge, l'azur, le sable. Vous voyez les silhouettes se masser, les lances s'ériger comme une forêt menaçante. Entre vous, un champ nu, bientôt recouvert de sang et de poussière. Les tambours battent, les trompettes sonnent, et le monde s'arrête. Vous comprenez que tout ce que vous avez vécu, l'humiliation du page, la discipline de l'écuyer, la solennité de l'adoubement, les joies des tournois, convergent vers cet instant. L'ordre tombe. Les archers s'avancent, tendent leurs arcs, et la première volée obscurcit le ciel. Vous entendez le sifflement, le choc des flèches contre les boucliers, les cris des blessés. Puis vient le mouvement des fantassins, lourds, serrés, leurs piques dressées comme une barrière. Et enfin, votre tour.
La cavalerie lourde s'ébranle. Le sol vibre sous les sabots. Le bruit enfle comme un tonnerre. Vous êtes pris dans le flot. À gauche, à droite, vos frères d'armes avancent, visage invisible sous le fer, bannière flottant au-dessus des aumes. Vous passez au trot, puis au galop. La lance se cale sous votre aisselle, votre écu se redresse, votre destrier s'élance. Devant vous, la ligne ennemie approche, grossit, se précise. Vous voyez les visages, les yeux agrandis de peur, les piques qui tremblent. Votre cœur bat si fort que vous croyez l'entendre résonner dans le haume. Puis c'est l'impact, le choc est absolu. Votre lance transperce un bouclier, se brise dans une gerbe d'éclats. Votre épaule encaisse, vos reins ploient, mais votre destrier continue, fendant la masse ennemie. Autour de vous, c'est un vacarme indescriptible. Le fer contre le fer, le bois qui craque, les chevaux qui hennissent, les hommes qui crinent. Vous sortez votre épée, et la mêlée commence. Il n'y a plus d'ordre, plus de beauté, seulement le chaos. Vous frappez, vous parez, vous frappez encore. Un coup vous heurte l'écu, vous blesse à l'épaule, mais l'adrénaline vous porte. Le sang éclabousse votre lame, vos gantelets, parfois votre visage derrière la visière entr'ouverte. Vous ne distinguez plus l'ami de l'ennemi qu'aux armoiries peintes sur les écus, et parfois le doute vous traverse. Le sol se couvre de corps, de boue, de sang. Votre destrier trébuche, se rattrape, avance encore, fidèle malgré la panique. Vous voyez tomber des compagnons, des hommes que vous aviez servis, admirés, avec qui vous aviez ri hier soir. Leurs cris résonnent, leurs visages disparaissent sous la poussière. Vous comprenez alors que la guerre ne pardonne rien. Elle dévore sans choix, sans hiérarchie, le noble comme le sergent, le puissant comme le paysan. Vous êtes vivant par chance, par réflexe, par la grâce d'un écu levé à temps. Au milieu de ce tumulte, vous sentez malgré tout la fierté brûler en vous. Chaque coup porté est une victoire sur la peur. Chaque souffle arraché est une preuve que vous tenez. Vous êtes chevalier, et c'est ici que vous le prouvez, non dans la salle des banquets, mais dans la poussière et le carnage. L'issue est longue, incertaine. Parfois vous croyez la ligne ennemie rompue, puis elle se resserre. Parfois vous craignez que votre bannière s'effondre, puis elle se relève. Les heures passent comme des minutes folles. Le soleil décline, et enfin, les cris changent. Ce n'est plus la rage, mais la fuite. L'ennemi recule, ses rangs s'éparpillent, et vos frères d'armes hurlent de triomphe. Vous aussi, vous levez l'épée, haletant, couvert de sang et de poussière. La bataille est gagnée, mais quand vous descendez de cheval, quand vous retirez votre aume, ce n'est pas la gloire qui vous frappe, c'est l'odeur, celle du sang, de la chair, des cadavres entassés. C'est le silence soudain, percé seulement par les gémissements des blessés. Vous regardez autour de vous, vos compagnons tombés, vos ennemis massacrés, la terre piétinée, transformée en boue rouge, et vous comprenez que la guerre féodale, derrière les chants et les récits, n'est pas un rêve de gloire, mais un enfer de brutalité. Ce soir-là, au camp, on chantera vos exploits, on vous appellera victorieux, on citera votre nom. Mais vous, dans le secret de votre cœur, vous saurez la vérité. Vous avez survécu, voilà tout. Et c'est cela, être chevalier à la guerre, survivre au chaos, porter l'idéal malgré l'horreur, tenir debout là où d'autres tombent. Après la boue des batailles, le fracas sans gloire des chevauchés et l'odeur du sang, voici un autre visage de votre vie de chevalier, le tournoi. Là où la guerre détruit, le tournoi exalte. Là où le champ de bataille ne laisse que ruines et cadavres, la lice offre prestige et renommée. Vous savez pourtant que sous ces airs de fête, il reste une épreuve brutale, mais il est aussi l'occasion de briller aux yeux du monde, d'élever votre nom et celui de votre lignée. Le tournoi commence bien avant le combat. On en parle des mois à l'avance. Les héros proclament la date. Les seigneurs invitent les chevaliers de leur terre. Les villages voisins se préparent à accueillir une foule bigarrée. Le jour venu, les routes se remplissent. Marchands, jongleurs, troubadours, artisans convergent vers la place. Des tentes s'élèvent aux abords de la ville. Des échoppes s'ouvrent, des musiciens accordent leur vielle. Le tournoi est autant une fête populaire qu'une épreuve chevaleresque. Pour vous, chevaliers, c'est un moment crucial. Vous n'y venez pas seulement pour l'honneur, mais pour être vu, reconnu, car la gloire des tournois vaut autant que celle des guerres. Elle se chante dans les cours, elle se colporte dans les marchés, elle séduit les dames et impressionne les rivaux. Vous préparez donc vos armes avec soin. Votre armure est astiquée, votre écu repeint aux couleurs vives, votre destrier paré d'une housse frappée de vos armoiries, car dans l'arène, chaque détail compte. Vous êtes autant un combattant qu'un spectacle.
Le matin du tournoi, la ville résonne de cloches et de cris. On dresse la lice, une longue piste de sable bordée de barrières, où auront lieu les joutes. On marque aussi un champ plus large pour la mêlée, ce combat collectif qui oppose des dizaines de chevaliers. Les tribunes se remplissent. Seigneurs et dames s'installent sous des dais colorés. Les riches bourgeois perdent leur place. Les paysans s'agglutinent derrière les barrières, avides de voir le sang et la gloire. L'odeur de la viande grillée se mêle à celle du cuir et du fer. C'est une fête, une foire, un théâtre, et vous êtes l'acteur principal. Avant de descendre dans la lice, vous ressentez cette excitation particulière, différente de la guerre. Ici, vous ne risquez pas une flèche anonyme ou une embuscade dans un bois. Ici, votre adversaire est devant vous, noble comme vous, armé comme vous, et sous le regard de tous. Le tournoi, c'est la guerre sublimée. Ses règles sont strictes, son spectacle organisé, mais son danger bien réel. Car oui, le tournoi tue. Derrière les rires des foules, derrière les chansons des troubadours, des chevaliers tombent. Une lance peut percer un aume, une chute peut briser un cou, un destrier affolé peut écraser son cavalier. Vous le savez, et pourtant, vous entrez avec fierté, car la gloire qu'on y gagne efface le risque. La cérémonie d'ouverture est solennelle. Les héros proclament vos noms, annoncent vos lignées, citent vos hauts faits. Vous saluez le Seigneur qui préside, vous inclinez devant les dames qui observent, vous levez la lance en signe de défi. C'est un rite, mais c'est aussi une promesse. Aujourd'hui, vous prouverez votre valeur. Ce premier jour est souvent réservé aux défis de prestige. Vous défilez avec vos pairs, vos destriers caparaçonnés, vos écus resplendissants. Les dames jettent parfois des rubans ou des écharpes que vous accrochez à votre bras, symbole d'une faveur, d'un encouragement, parfois d'une promesse amoureuse. Vous sentez le regard des foules, vous entendez les cris, et vous savez que chaque geste est observé. Puis vient l'attente. Vous êtes assigné à une lice, vous préparez votre lance, vous caressez votre cheval. L'air est lourd de poussière, le soleil tape, et pourtant votre cœur bat comme s'il s'agissait d'une vraie bataille. Mais ce n'est pas seulement la peur de la chute, c'est la conscience que chaque instant peut construire ou détruire votre réputation. Dans ce théâtre, une victoire éclatante peut faire de vous une légende. Une défaite humiliante peut vous couvrir de ridicule. Vous regardez autour de vous. Vos adversaires ne sont pas des ennemis haïs, mais des frères d'armes. Certains sont vos amis, d'autres vos rivaux. Vous les saluez d'un signe, parfois d'un sourire ironique. Car vous savez qu'aujourd'hui, vous ne vous battez pas seulement pour votre Seigneur, mais pour votre nom, pour votre gloire, pour le regard des dames dans les tribunes. Le signal approche, les héros se placent, les tambours battent. Vous saisissez votre lance, vous abaissez votre visière et vous sentez votre destrier frémir sous vous. Vous inspirez profondément. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas le carnage. C'est autre chose. Un spectacle où l'honneur se gagne sous les yeux du monde. La poussière s'élève dans la lice, le silence s'installe. Votre lance est prête, votre destrier piaffe. Vous abaissez la visière et tout le monde disparaît. Ne reste qu'une fente étroite où se dessine votre adversaire, armure étincelante, lance couchée. Les tambours cessent. Le héros crie. Et soudain, vous partez. Le galop s'accélère. Vos muscles se tendent. Vos dents se serrent. Le sol tremble sous vos sabots. Le vent siffle dans vos oreilles. Vous n'entendez plus rien d'autre que ce martèlement sourd, ce rythme de guerre apprivoisé. Devant vous, la silhouette adverse grossit, la lance s'aligne, le bouclier se redresse. Vous visez, vous ajustez. Et puis c'est le choc. L'impact est brutal, sec, comme si la terre entière vous heurtait. Votre lance explose en éclats, votre bras engourdi par la violence du coup. Votre écu ploie sous la frappe, mais vous tenez. Votre destrier poursuit sa course, vous relevez la tête et vous entendez la clameur des foules. Certains crient votre nom, d'autres celui de votre adversaire. Vous avez résisté, il a résisté, et déjà on prépare une seconde passe. Car la joute n'est pas qu'un échange, c'est une épreuve d'endurance, de courage. Chaque course vous rapproche de la chute. Vous repartez, une nouvelle lance à la main, la gorge serrée. Vous frappez, vous êtes frappé. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le bois se brise, les éclats volent, les spectateurs hurlent. Et parfois, l'un tombe, un cheval glisse, un cavalier s'écrase, l'armure claque contre le sol, et le silence se fait avant que les médecins de fortune n'accourent. Vous savez que chaque passe est une danse avec la mort. Et pourtant, vous recommencez. Lorsque la joute s'achève, que vous soyez vainqueur ou non, un autre combat vous attend. La mêlée, ce grand tumulte où des dizaines de chevaliers s'affrontent en un chaos réglé.
C'est la guerre, mais codifiée. Vous entrez dans le champ, entouré de vos compagnons, et déjà la poussière s'élève. Les lances s'abaissent, les destriers bondissent, et le choc collectif résonne comme un tonnerre. La mêlée est un déluge. On frappe avec le plat des épées, on tente de désarçonner, on arrache les écus, on pousse, on tire. Vous sentez votre destrier comprimé entre deux adversaires. Vous le poussez en avant, vous le libérez. Vous parez un coup, vous rendez un autre. La sueur brouille vos yeux, la poussière colle à vos lèvres, et pourtant vous continuez, porté par la fureur. Autour de vous, les spectateurs hurlent d'enthousiasme. Pour eux, c'est un spectacle, un jeu. Pour vous, c'est une bataille miniature où chaque instant compte. Vous luttez pour rester en selle, pour frapper juste, pour ne pas céder. Parfois, vous voyez un chevalier tomber, et l'arbitre arrête le combat pour l'extraire. Mais souvent, on continue, et la mêlée s'acharne. La victoire est incertaine, mais le prestige, lui, est immense. Quand enfin les trompettes sonnent la fin, que vous levez votre épée vers le ciel, que les dames vous acclament, vous sentez une ivresse unique. Ce n'est pas la peur brute du champ de bataille, ce n'est pas la douleur des marches ou l'horreur des pillages, c'est la gloire pure, offerte devant un public qui vous regarde comme un héros. Les prix du tournoi ne sont pas seulement symboliques. On peut gagner des chevaux, des armes, des rançons, car oui, certains chevaliers capturés lors de la mêlée doivent racheter leur liberté, et ces gains peuvent changer une fortune. Vous savez que chaque tournoi est aussi un marché où l'honneur se mêle à l'argent. Le soir, quand les tentes s'illuminent, que le banquet s'ouvre, vous sentez encore dans vos bras la lourdeur de la lance, dans vos reins le choc des impacts. Mais dans vos yeux brille la fierté. Les dames viennent vous féliciter. Les troubadours chantent vos passes. Les enfants vous regardent comme une légende. Vous comprenez que le tournoi est plus qu'un jeu. C'est un miroir de la guerre, un miroir poli, mais où le danger subsiste toujours. Et au fond de vous, vous savez que cette gloire est fragile. Car demain, peut-être, vous serez de nouveau sur un vrai champ de bataille. Et là, aucun troubadour ne chantera vos coups. Mais ce soir, dans la lumière des torches, vous êtes un chevalier célébré. Et la foule vous porte comme elle porte ses héros. Depuis votre enfance, on vous a appris que le chevalier n'est pas seulement un guerrier. Il est aussi le défenseur de la foi. Vos armes ne sont pas cassiers, elles sont aussi symboles. Votre serment, prononcé le jour de l'adoubement, invoquait Dieu, les saints, l'Église. Chaque coup que vous portez, chaque bataille que vous menez, devrait être éclairé par cette lumière. Et vous le ressentez à chaque étape de votre vie de chevalier. La foi est partout. Le matin, avant même d'enfiler votre armure, vous vous levez avec le signe de croix. Votre écuyer vous apporte parfois une petite croix en bois ou une médaille que vous accrochez à votre cou, sous la cotte de maille. Car vous croyez, comme tous vos frères d'armes, que Dieu vous protège, que la providence guide votre lame. Avant les tournois, avant les chevauchées, vous assistez à la messe. Le chapelain du Seigneur bénit vos armes, asperge vos lances d'eau bénite, prie pour vos âmes. Et vous, agenouillés, vous sentez le poids de vos promesses. Sur vos écus, vos bannières, les symboles sacrés abondent. La croix domine, parfois simple, parfois ornée. Elle rappelle que vous ne combattez pas seulement pour votre Seigneur, mais pour une cause plus haute. Certains chevaliers portent des reliques cousues dans leurs vêtements. Un fragment de sein, un bout de voile sacré, une pierre bénie. Ces objets deviennent vos talismans. Dans la mêlée, quand la peur vous saisit, vous y pensez, vous les touchez du bout des doigts, et vous sentez votre courage revenir. Mais la foi n'est pas seulement un talisman, elle est un code de conduite. On vous répète que vous devez protéger l'Église, défendre les orphelins, les veuves, les pauvres. On vous enseigne la charité, l'humilité, la piété. Dans les sermons, on vous présente le chevalier comme l'épée de Dieu, l'instrument de la justice divine. Vous vous souvenez des paroles du prêtre, lorsque vous étiez encore écuyer. Un chevalier n'est pas maître de lui-même. Il est le bras armé du Très-Haut. Ces mots vous accompagnent encore. Lorsque vous partez en guerre, la foi devient votre première armure. Vous assistez à des bénédictions solennelles. Vous écoutez les psaumes résonner dans les églises avant de partir. Vous voyez les prêtres bénir les bannières, les croix dressées à l'avant de l'hoste. Parfois même, avant une bataille, un chapelain monte sur une pierre, élève la voix, rappelle à chacun que la cause est juste, que Dieu est avec vous. Ces instants enflamment vos cœurs, dissipent vos doutes. Car dans le tumulte qui s'annonce, vous avez besoin de croire que tout cela a un sens. La foi est aussi présente dans les petites choses. Chaque soir, après les chevauchées, vous priez dans votre tente, parfois seul,
parfois avec vos compagnons. Vous confessez vos péchés. Vous demandez pardon pour la violence, pour les vies prises, pour les excès commis. Vous croyez sincèrement que Dieu vous écoute, qu'il pèse vos fautes mais aussi vos sacrifices. Et quand vous regardez les étoiles dans le silence de la nuit, vous vous demandez si vos prières montent jusqu'à elles. Dans les monastères où vous faites halte, vous rencontrez des moines qui recopient des manuscrits, qui vivent dans une paix austère. Vous les admirez parfois, vous les enviez presque. Mais vous savez aussi que votre rôle est ailleurs. Votre foi ne s'exprime pas dans le silence des cloîtres, mais dans le fracas du fer et le hennissement des chevaux. Vous êtes la foi en armes. Le peuple, lui, vous regarde comme un protecteur sacré. Quand vous chevauchez à travers un village, les paysans se signent à votre passage. Ils voient en vous l'image d'un justicier, d'un envoyé de Dieu. Les enfants courent à vos côtés, les femmes baissent les yeux, et vous sentez que ce regard vous oblige. Vous n'êtes pas seulement un guerrier, vous êtes un modèle. Vous portez sur vos épaules l'honneur non seulement de votre Seigneur, mais de votre foi. Parfois, cette dimension religieuse prend des formes encore plus intenses. Lorsqu'un appel à la croisade retentit, vous sentez dans vos entrailles une flamme s'allumer. On dit que partir en Terre Sainte, c'est suivre les pas du Christ, c'est laver ses péchés par le sang versé. Et dans vos rêves, vous imaginez Jérusalem, ses murailles, son saint sépulcre. Même si vous n'y êtes jamais allé, l'idée vous poursuit. Mourir là-bas, épée en main, serait le destin le plus noble pour un chevalier. Et pourtant, malgré toutes ces élévations, malgré toutes ces prières, la foi est aussi un poids. Car chaque fois que vous combattez, vous savez que vous risquez de commettre ce que l'Église appelle des péchés. Tuer, piller, haïr. Vous sentez parfois ce déchirement, mais vous tentez de le recouvrir par vos prières, par vos justifications. Vous vous dites que Dieu pardonnera à son serviteur fidèle. Vous vous répétez que vous combattez pour une cause juste, même lorsque la réalité est plus trouble. Dans la foi, vous trouvez votre raison d'être. Elle guide vos pas, elle soutient vos bras, elle éclaire vos nuits. Mais vous sentez aussi que cette lumière est exigeante, parfois insoutenable. Vous êtes un chevalier et votre lame est sacrée. Voilà ce qu'on vous répète, voilà ce que vous croyez. La foi éclaire vos pas, mais elle n'efface pas les ombres qui vous entourent. Vous avez juré de protéger l'Église, de défendre les faibles, d'être un instrument de Dieu. Pourtant, chaque campagne vous montre combien cet idéal est fragile, combien il se brise au contact de la réalité. Vous vous souvenez des villages en flammes lors des chevauchées, les cris des femmes, les pleurs des enfants, les vieillards agenouillés devant vous. Vous étiez censé les défendre, et pourtant vos lames, vos torches, vos chevaux étaient les outils de leur malheur. Vous avez détourné les yeux parfois, serré les dents, mais vous avez aussi participé. Comment l'éviter quand c'est l'ordre du Seigneur, quand c'est la logique de la guerre? Dans votre cœur, vous vous répétez que Dieu comprend, que ce sacrifice est nécessaire. Mais au fond, une part de vous sait que ce n'est pas la justice, seulement la brutalité. Les sermons des prêtres résonnent encore dans vos oreilles. Ils disent que le chevalier doit être humble, charitable, pur. Mais combien de fois avez-vous vu vos compagnons ivres au banquet, vantant leur pillage, exhibant leur butin, se vantant de leurs excès? Vous aussi, parfois, avez goûté à cette démesure. Lors des rançons, le vin des caves pillées, la chaleur des corps offerts ou arrachés. Vous saviez que ce n'était pas conforme à l'idéal, mais dans la fureur des campagnes, qui s'en soucie encore? Vous avez croisé des chevaliers corrompus, dont l'écu brillait, mais dont l'âme était ternie. Certains vendaient leurs services aux plus offrants, changeant de seigneur comme de bannière. D'autres n'étaient plus que des bandits armés, réclamant des rançons aux voyageurs, terrorisant les campagnes qu'ils étaient censés protéger. Ces hommes portaient le même aume que vous, mais vous saviez qu'ils avaient trahi l'idéal. Et pourtant, le monde les laissait faire, car leur épée était utile, leur force redoutée. Il est facile, dans les chansons, de chanter le chevalier pieux et pur. Mais vous savez que la réalité est autre. La tentation est partout. Vous avez vu des prêtres fermer les yeux sur les excès, parce que les dîmes continuaient à tomber, parce que les dons des chevaliers enrichissaient les monastères. Vous avez vu des abbés bénir des bannières avant des massacres, puis prêcher la paix le dimanche suivant. Et vous, pris dans ce système, vous avez appris à vivre avec ces contradictions. La nuit, pourtant, vos prières changent de ton. Vous ne demandez plus seulement la victoire, mais le pardon. Vous confessez vos fautes, même quand vous savez que vous les recommettrez. Vous implorez Dieu de comprendre, de vous juger sur vos intentions plutôt que sur vos actes. Vous espérez que la charité donnée un jour rachètera la cruauté commise le lendemain. C'est une lutte intérieure permanente. Être à la fois croyant sincère
et soldat impitoyable. Vous savez aussi que la foi est utilisée comme arme. Les appels à la croisade en sont l'exemple le plus éclatant. On promet le salut éternel. On assure que tout péché sera lavé par le sang versé en terre sainte. On vous dit que mourir là-bas, c'est entrer directement au paradis. Et vous sentez la ferveur monter, vous sentez vos compagnons galvanisés. Mais dans le secret de votre cœur, vous vous demandez, est-ce vraiment la volonté de Dieu ou seulement celle des hommes qui convoitent ces terres? Dans votre vie quotidienne, la tension reste constante. Vous pouvez assister à la messe le matin, puis piller un village le soir. Vous pouvez prier avec ferveur, puis lever votre épée contre des innocents. Et chaque fois, vous tentez de concilier l'inconciliable. Vous vous dites que c'est le monde qui est corrompu, que votre mission reste juste malgré les excès. Mais parfois, dans le silence, vous sentez que l'idéal est perdu. La chevalerie, telle qu'on vous l'a enseignée, est un flambeau. Mais ce flambeau vacille sans cesse, menacé par le vent des passions humaines. Vous êtes à la fois le porteur et le destructeur de cet idéal. Vous le savez, et cette vérité vous pèse. Mais vous continuez, car abandonner la foi, ce serait abandonner votre raison d'être. Alors vous priez encore, vous portez encore la croix sur votre écu. Vous répétez les mots appris dans votre enfance. Vous tentez de croire que vos fautes seront pardonnées, que vos contradictions trouveront une issue dans le jugement divin. Vous vivez dans cette tension, entre l'idéal sacré et la brutalité de la réalité. Et c'est peut-être cela, au fond, être chevalier. Luttez moins contre les ennemis visibles que contre vos propres contradictions. Vous avez connu la boue des champs de bataille, la poussière des tournois, la ferveur des églises. Mais la vie du chevalier ne se résume pas à l'acier et au sang. La plupart du temps, elle se déroule dans un cadre plus stable. Le château, cœur de votre existence, centre de vos devoirs, lieu de vos repos, mais aussi de vos responsabilités. C'est là que vous redevenez plus qu'un guerrier, un seigneur, un protecteur, un homme de maison. Lorsque vous franchissez le pont-levis de votre forteresse, après une campagne ou un tournoi, un autre monde s'ouvre à vous. Les cris des enfants résonnent dans la cour. Les femmes s'affairent. Les palefreniers guident les chevaux vers les écuries. Les forgerons martèlent le fer. Votre arrivée est remarquée. Vous êtes le maître des lieux et tous lèvent les yeux vers vous. Non pas avec la peur des paysans rencontrés en guerre, mais avec le respect et la reconnaissance dus aux protecteurs de leur quotidien. Votre quotidien au château est rythmé par les obligations seigneuriales. Chaque matin, vous tenez audience. Les paysans viennent exposer leurs doléances, un champ disputé, une vache volée, une querelle de voisinage. Vous écoutez, vous tranchez, car votre parole fait loi sur vos terres. Vous êtes à la fois juge et arbitre. Parfois, il s'agit de décisions simples. Parfois, vos choix pèsent sur des familles entières. Vous sentez alors le poids de votre autorité, et vous comprenez que votre épée ne sert pas seulement à la guerre, mais aussi à maintenir la paix. Les banquets marquent les temps forts de la vie seigneuriale. Dans la grande salle, sous les poutres noircies par la fumée, les tables se couvrent de viande, de pain, de fromage. Le vin coule, les ménestrels chantent, les jongleurs amusent les convives. Vous êtes à la place d'honneur, entouré de vos compagnons d'armes, de votre famille, parfois de vassaux venus prêter hommage. Ces repas ne sont pas seulement festifs, ils sont politiques. Chaque sourire, chaque toast, chaque parole prononcée a un poids. Vous entretenez vos alliances, vous affirmez votre autorité, vous montrez votre puissance. Mais la vie au château n'est pas qu'éclat et faste. Vous veillez aussi à son entretien. Les remparts doivent être inspectés, les tours consolidées, le pont-levis huilé, la garnison entraînée. Vous parcourez la cour, observez les soldats s'exercer à l'arc ou à la lance, encouragés, parfois corrigés, car si l'ennemi venait, votre château serait le refuge de tous vos gens, et sa solidité déciderait de leur survie. Votre famille occupe une place centrale dans cette vie. Votre épouse, souvent elle-même issue de la noblesse, gère la maison en votre absence. Elle supervise les servantes, organise les repas, veille à l'éducation des enfants. Vous, lorsque vous êtes présent, vous prenez soin de vos héritiers. Vous leur apprenez à monter à cheval, à manier l'épée de bois, à respecter la prière. Vous voyez dans leurs yeux l'éclat que vous aviez enfant, ce mélange de peur et de fierté. Et vous savez que l'un d'eux prendra un jour votre place, portera vos armes, défendra vos terres. Le château est aussi un lieu de culture. Les troubadours viennent y chanter les exploits des héros passés. Les clercs recopient des manuscrits. Les prêtres enseignent le latin à vos fils. Vous-même, parfois, écoutez ces histoires de Roland ou d'Arthur.
et vous sentez votre cœur vibrer. Vous vous dites que, peut-être, un jour, vos propres exploits seront chantés à la veillée. Mais le quotidien comporte aussi des moments plus simples. Vous marchez dans la cour, observez les artisans au travail, le forgeron qui façonne une lame, le potier qui modèle une cruche, la fileuse qui tisse la laine. Vous saluez vos gens, vous échangez quelques mots, car un chevalier n'est pas seulement un maître lointain. Il doit aussi inspirer confiance et loyauté. Les fêtes religieuses ponctuent cette vie. Noël, Pâques, la fête d'un saint patron. Chaque occasion est célébrée avec ferveur. Vous assistez à la messe dans la chapelle du château. Vous priez avec vos gens. Vous offrez des dons à l'église locale. Ces moments renforcent les liens entre vous et votre communauté et vous rappelez à tous que votre pouvoir s'inscrit dans un cadre sacré. Ainsi, la vie au château n'est pas une oisiveté dorée. Elle est faite de devoirs constants, de vigilance, de responsabilité. Vous n'êtes pas seulement un guerrier, vous êtes un pilier pour ceux qui vivent sous votre protection. Et si vos armes brillent dans la lice ou sur le champ de bataille, c'est ici, entre ces murs, que vous exercez le pouvoir le plus durable, celui d'un seigneur qui veille sur les siens. Quitter les murs de votre château ne signifie pas quitter vos responsabilités. Bien au contraire. C'est souvent en parcourant vos terres, en affrontant la poussière des chemins et la rudesse des campagnes, que vous mesurez pleinement ce que signifie être un chevalier. Car vous n'êtes pas seulement un homme de guerre, vous êtes le garant de l'ordre et de la justice sur vos domaines. Lorsque vous chevauchez hors du château, escorté de quelques sergents ou accompagné de votre écuyer, les villages s'ouvrent devant vous. Les paysans interrompent leur labeur pour vous saluer. Certains se signent, d'autres baissent les yeux. Vous lisez dans leurs regards une double vérité, la crainte et la protection. Pour eux, vous êtes à la fois maître et bouclier. Votre simple présence impose le respect, mais elle rassure aussi. Vous inspectez les champs, vous observez les récoltes. Une sécheresse peut signifier famine et donc révolte. Une moisson abondante annonce paix et prospérité. Vous échangez avec les intendants, notez les manquements, exigez que les dîmes soient perçues, que les corvées soient accomplies. Mais vous savez aussi que trop de rigueur brise la fidélité. Alors parfois, vous faites preuve de clémence. Vous réduisez un impôt, vous accordez un délai, et les murmures se transforment en gratitude. Car un seigneur qui sait écouter est plus aimé qu'un seigneur qui ne fait que punir. Les querelles rythment aussi votre parcours. Deux familles disputent un lopin de terre, un meunier accuse un voisin de lui avoir volé de la farine, un berger se plaint qu'on lui a abattu une brebis. Vous écoutez, vous pesez les arguments, vous tranchez. Votre parole vaut sentence, et chacun s'y plie. Parfois, la justice est simple, parfois, elle est douloureuse, car rendre un jugement, c'est toujours mécontenter l'un. Vous le savez, et vous acceptez ce fardeau. Mieux vaut un jugement imparfait qu'une querelle sans fin. La campagne vous montre aussi les réalités les plus dures. Vous voyez les chaumières noircies par les incendies passés, les familles décimées par la peste, les enfants rachitiques au ventre creux. Vous sentez l'odeur âcre du fumier, la fumée des foyers pauvres, le poids de la misère. Vous comprenez alors que votre rôle dépasse les armes et les banquets. Il est de maintenir une forme d'équilibre fragile, où les paysans acceptent leur labeur parce qu'ils croient encore en votre protection. Parfois, vos devoirs vous conduisent plus loin. Vous accompagnez votre seigneur dans une mission diplomatique. Vous escortez un cortège vers une autre cour. Vous partez en expédition pour renforcer une alliance. Ces voyages sont autant d'occasions de découvrir d'autres terres, d'autres coutumes, parfois même d'autres langues. Vous croisez des marchands venus d'Italie, de Flandre, d'Espagne. Vous voyez des villes animées, aux marchés grouillants, contrastant avec la simplicité de vos campagnes. Et chaque fois, vous sentez le fossé qui sépare votre monde rural de ce bouillonnement. Le contraste entre château et campagne est saisissant. Là-bas, vous étiez le maître entouré de faste et de musique. Ici, vous êtes le juge, parfois l'arbitre d'une misère que vous ne pouvez pas effacer. Mais ce contraste est au cœur même de votre rôle. Être chevalier, ce n'est pas seulement combattre, ce n'est pas seulement briller en lice, c'est aussi marcher dans la boue d'un village, écouter les plaintes des humbles, rendre justice dans une grange transformée en tribunal à la tombée du jour. Quand vous regagnez votre château, vous ramenez avec vous ces images, les visages marqués des paysans, les disputes réglées, les promesses faites. Vous savez que demain, il faudra recommencer. Et vous sentez que votre autorité ne repose pas seulement sur vos armes, mais aussi sur cette proximité,
sur cette capacité à incarner à la fois la force et l'équité. C'est dans cette alternance, entre le faste des banquets et la poussière des chemins, que se joue l'essence de votre quotidien. Vous êtes un chevalier, mais aussi un seigneur. Vous portez le heaume sur le champ de bataille, mais aussi la parole dans les campagnes. Vous maniez l'épée, mais aussi la justice. Et dans ce rôle double, parfois contradictoire, se construit votre légende. Car au-delà de vos victoires, au-delà de vos exploits chantés, ce sont ces gestes quotidiens qui façonnent l'héritage que vous laisserez. Les paysans diront « il était juste » ou « il était dur ». Vos enfants se souviendront de l'homme qui les a guidés, qui leur a appris la valeur du serment. Vos compagnons d'armes se rappelleront de vos décisions, de vos choix. Et c'est tout cela qui fera de vous non seulement un chevalier de guerre, mais aussi un chevalier de vie. Le temps, qui ne respecte ni les épées ni les serments, commence à peser sur vos épaules. Vous avez connu l'ardeur des chevauchés, la poussière des tournois, la ferveur des prières, mais votre corps n'a plus la même vigueur. Vos bras, jadis capables de soulever la lance sans faillir, tremblent parfois sous le poids de l'acier. Vos genoux, usés par des années à cheval, se plient plus difficilement. Et lorsque vous enfilez votre haubert, vous sentez moins la promesse de gloire que le poids du temps. Vous n'êtes plus l'écuyer avide d'apprendre, ni le chevalier jeune cherchant la gloire. Vous êtes désormais un homme mûr, parfois un vétéran respecté, parfois un seigneur vénérable. Vous avez survécu là où tant d'autres sont tombés. Et dans cette survie se trouve déjà un premier héritage, celui de l'expérience, celui des récits que vous pouvez transmettre. Votre rôle change. Désormais, vous êtes plus souvent conseillé qu'homme d'armes. Dans la salle du château, vous siégez auprès de votre seigneur. Vous l'aidez à peser ses décisions. Vous rappelez les leçons des campagnes passées. Votre parole porte, car elle est forgée par le sang et la sueur. Quand les jeunes chevaliers parlent de gloire et de bravoure, vous leur répondez avec prudence et mémoire. Vous n'éteignez pas leur ardeur, mais vous l'encadrez, vous l'orientez. Vous devenez la voix de l'expérience. Vos héritiers grandissent. Vous voyez dans leurs yeux l'éclat que vous aviez jadis, ce mélange de fierté et d'impatience. Vous leur apprenez à monter à cheval, à manier l'épée, à respecter l'Église, à servir loyalement. Vous leur racontez vos campagnes, parfois en embellissant, parfois en taisant les horreurs. Car l'héritage d'un chevalier n'est pas seulement l'acier de son épée, mais aussi les récits qu'il laisse. Et déjà, vous sentez que vos enfants, vos écuyers, vos compagnons retiendront de vous une image façonnée autant par vos actes que par vos paroles. La vieillesse n'est pas qu'un déclin, elle est aussi un temps de réconciliation. Vous pensez aux fautes commises, aux villages brûlés, aux excès des guerres. Vous multipliez les dons aux églises, vous financez des messes pour les âmes perdues, vous bâtissez peut-être une chapelle sur vos terres. Vous cherchez à équilibrer la balance entre le sang versé et la foi professée. Vous savez que votre temps est compté et vous voulez quitter ce monde avec une certaine paix. Votre prestige, lui, demeure. Les paysans continuent de vous regarder comme un protecteur. Vos compagnons d'armes vous saluent avec respect. Vous êtes moins présent sur le champ de bataille, mais votre nom reste un rempart. On raconte encore vos victoires passées, on cite vos exploits aux plus jeunes. Vous devenez une figure, presque un symbole vivant de la chevalerie. Le soir, dans la grande salle, quand les troubadours chantent des récits, vous vous surprenez à écouter avec plus d'émotion. Car vous savez que, bientôt, votre nom sera peut-être au cœur de ces chansons. Pas forcément telles que vous avez vécues, mais telles que les autres voudront se souvenir. Déjà, vos exploits commencent à être enjolivés. On oublie vos défaites, vos hésitations, vos peurs. On retient vos charges victorieuses, vos duels triomphants, vos serments tenus. Vous sentez que vous quittez peu à peu la chair pour entrer dans la mémoire. Dans votre chambre, en contemplant votre épée posée sur la table, vos éperons accrochés au mur, vous sentez que ces objets parlent pour vous. Ils portent vos cicatrices, vos victoires, vos sacrifices. Ils seront transmis, et avec eux, une part de vous continuera à vivre. Ainsi, votre quotidien n'est plus celui des chevauchés et des combats, mais celui de la transmission. Vous êtes un pont entre deux générations, un témoin entre le monde brutal que vous avez connu et l'avenir que vos héritiers construiront. Votre héritage ne se mesure plus en lances brisées ni en ennemis vaincus, mais en mémoire transmise, en exemple donné. Un jour viendra où vos mains ne pourront plus tenir l'épée, où vos pas ne résonneront plus dans la cour du château. Ce jour, vous le savez, n'est pas un ennemi que l'on peut vaincre d'un coup de lance. C'est le cours naturel du temps, la dernière bataille à laquelle nul chevalier n'échappe.
Alors vous vous y préparez, dans la dignité, en songeant à ce que vous laisserez derrière vous. Lorsque la mort approche, vous n'êtes plus seulement un seigneur ou un guerrier, vous devenez un héritage vivant. Votre famille se réunit, vos enfants se tiennent autour de votre lit, vos compagnons d'armes viennent saluer celui avec qui ils ont combattu. Vous les regardez avec des yeux où brille encore l'éclat des batailles, mais où pèse déjà la fatigue d'une vie entière. Vos dernières paroles ne sont pas des ordres de guerre, mais des conseils, des prières, parfois un simple murmure d'amour ou de regret. Vos funérailles sont un rituel chargé de symboles. Votre corps, lavé et vêtu de votre plus belle cotte, est étendu dans la chapelle. Votre épée repose sur votre poitrine, vos éperons aux pieds, votre écu à vos côtés. Les cloches sonnent, les prêtres chantent les offices. Les villageois se pressent pour voir une dernière fois celui qui fut leur protecteur. Certains pleurent sincèrement, d'autres viennent par curiosité ou par devoir, mais tous savent qu'ils assistent à la fin d'une époque. On vous conduit à votre tombe, parfois dans l'église même que vous avez financée, parfois dans la nécropole familiale. Une dalle de pierre recouvre votre sépulture, gravée de votre nom et de votre blason. Parfois, une statue est sculptée. Vous y apparaissez allongé, les mains jointes, en armure, comme si vous reposiez en prière éternelle. Là commence le passage de l'homme vers le mythe. Car très vite, vos actes quittent le domaine de la mémoire immédiate pour entrer dans celui du récit. Les troubadours reprennent vos exploits, les embellissent, gomment vos défaites. Dans leurs chansons, vous n'êtes plus l'homme fatigué, hésitant, parfois cruel que vous fûtes. Vous êtes un héros pur, invincible, un modèle de bravoure et de loyauté. Les villageois racontent vos histoires au coin du feu. Vos descendants se parent de votre nom comme d'un trésor. Même les moines recopient parfois vos hauts faits dans leurs chroniques, car un chevalier exemplaire renforce aussi l'image de l'Église. Et ainsi, ce que vous étiez se transforme. La réalité de vos contradictions s'efface peu à peu. On oublie les villages brûlés, les excès des banquets, les colères injustes. On retient vos serments, vos victoires, votre foi. Vous devenez un exemple, une légende destinée à inspirer les générations futures. Les enfants, en jouant avec des épées de bois, prononcent peut-être déjà votre nom. Cet héritage dépasse votre propre personne. Il nourrit tout un imaginaire collectif, celui de la chevalerie. Vos successeurs, vos héritiers, même ceux qui ne vous ont jamais connus, porteront vos armes avec fierté. Et dans chaque serment, dans chaque tournoi, dans chaque récit de bravoure, une part de vous survivra. La mémoire des chevaliers se tisse dans un mélange de réalité et de mythe. Vous le savez, vous l'acceptez, car au fond, c'est ainsi que les hommes deviennent plus grands que leur vie. Votre chair disparaît, mais vos valeurs demeurent. Votre nom flotte dans les champs, vos exploits vivent dans les récits, vos armes reposent dans les mains de vos descendants. Un jour, peut-être, on ne se souviendra plus de l'homme exact que vous avez été. Mais on se souviendra du chevalier que vous êtes devenu dans la mémoire collective. Et c'est là votre véritable victoire. Avoir franchi la frontière entre l'histoire et la légende. Ainsi s'achève ce long voyage dans la peau d'un chevalier. Un voyage où, le temps d'une histoire, vous avez enfilé l'armure d'un chevalier médiéval. Vous avez ressenti le poids du heaume, le cuir qui colle à la peau sous le haubert, la sueur qui ruisselle dans le combat, mais aussi la ferveur des prières, l'éclat des banquets et la rudesse des chevauchés. Vous avez découvert ce que signifiait vraiment être chevalier. Non pas un héros figé dans une fresque, mais un homme de chair, de sang, de devoir et de contradiction. Vous avez grandi en page, courbé sous les ordres et les humiliations, avant de devenir écuyer, soumis à la discipline et à la souffrance. Vous avez prêté serment, connu l'adoubement, senti cette solennité qui transforme un jeune homme en gardien de la foi et des armes. Vous avez porté l'acier, appris à dompter le cheval, traversé les champs de bataille, goûté à la gloire des tournois et aux peurs silencieuses de la nuit. Vous avez vu que la foi donnait un idéal, mais que la réalité des campagnes, des pillages, des tentations, rendait cet idéal fragile. Vous avez connu les contradictions de la vie chevaleresque, protecteur et parfois oppresseur, pieux et parfois cruel, porteur de lumière et d'ombre. Vous avez vécu entre le faste du château et la misère des villages, entre la discipline militaire et les intrigues politiques, entre la fidélité au serment et les désirs de pouvoir. Mais surtout, vous avez compris que la vie du chevalier ne se résume pas à l'épée levée. Elle est faite de responsabilités quotidiennes. Juger les querelles des paysans,
maintenir l'ordre sur ces terres, transmettre à ses enfants une éducation et une fierté, protéger ses gens tout en obéissant à son Seigneur. Elle est faite d'un équilibre fragile, où la force devait toujours s'accompagner d'une certaine justice. Enfin, vous avez approché le destin final, celui de devenir mémoire. Le chevalier vieillit, transmet, se retire, puis laisse la place aux récits, aux chansons, aux chroniques. Ce n'est plus l'homme exact qui survit, mais le symbole. Ses erreurs s'effacent, ses exploits s'amplifient, et peu à peu, il devient ce que nous appelons aujourd'hui la légende chevaleresque. Alors, chers auditeurs, ce soir, en refermant cette histoire, posez-vous la question. Qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous supporté le poids de l'armure, la discipline impitoyable, les contradictions de la foi et de la guerre? Auriez-vous été ce modèle de bravoure et de loyauté que les troubadours chantaient? Ou seriez-vous resté prisonnier de vos faiblesses humaines? Peut-être la vérité se trouve-t-elle entre les deux. Ce voyage dans la peau d'un chevalier médiéval nous rappelle aussi combien l'histoire est vivante. Elle n'est pas faite de statues immobiles, mais d'hommes et de femmes qui ont douté, aimé, souffert, rêvé. Et en les comprenant, nous comprenons mieux ce que nous sommes nous-mêmes. Avant de nous quitter, je vous invite, comme toujours, à soutenir cette aventure. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires cocasses pour dormir. Laissez un pouce bleu si ce voyage vous a plu et surtout, dites-moi en commentaire d'où vous écoutez cette histoire ce soir et ce que vous auriez ressenti à la place d'un chevalier médiéval. Votre avis, vos réflexions, vos partages enrichissent cette communauté qui grandit chaque jour. Et souvenez-vous, derrière chaque armure, derrière chaque légende, il y a un être humain. Peut-être imparfait, peut-être contradictoire, mais toujours digne d'être raconté. Alors, reposez-vous maintenant. Laissez votre esprit voguer dans les couloirs des châteaux, au rythme des sabots des chevaux, sous la lueur des torches et des étoiles. Que cette immersion vous accompagne jusque dans vos rêves. Bonne nuit, chers auditeurs, et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'histoire.